Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changement technologique. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, épisode un petit peu différent puisque je vais vous donner tout simplement une conférence que j'ai pu donner. Alors l'idée c'était de faire une petite acculturation sur l'IA, de revoir un petit peu les bases. Alors la population c'était plutôt des personnes qui étaient orientées sur l'investissement immobilier, mais je pense que ça peut vraiment resservir à tout le monde. C'est juste que voilà, au niveau des exemples, vous verrez que des fois c'est un peu plus rattaché au monde de l'immobilier. Mais l'idée c'était de replonger un petit peu sur les différents modèles, les outils indispensables, un petit peu voilà la base de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, de revoir un petit peu tout. Et donc je pense qu'elle peut être très 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 utile, puisque forcément là on arrive à l'épisode 81, donc il s'en est passé des choses depuis le premier épisode, et je pense que ça fait pas de mal de revoir un petit peu les bases, et donc c'était un petit peu aussi l'occasion. Donc l'épisode est un petit peu plus long, mais c'est un peu l'idéal si vous êtes perdu, si ça fait un petit moment que voilà vous savez plus par quel épisode commencer, trop d'actualité. Là j'ai vraiment profité du fait que cette semaine était un peu plus calme pour vous présenter voilà un épisode où on revoit un peu les bases et on peut rediscuter d'un petit peu tout. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou vos questions après cet épisode, à me laisser un avis 5 étoiles, c'est ce qui m'aide à continuer sur ce programme, et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter. Il y a pas mal de personnes qui se sont inscrites dessus, donc ça fait vraiment plaisir. Donc si vous l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous aurez aussi un petit peu des informations sur l'actualité, puisque là forcément cette semaine on fait pas trop d'actu, même si honnêtement la semaine a été plutôt calme. Voilà, je vous retrouve de l'autre côté. Allez, ciao. Ok, donc l'idée c'est de vous présenter, comme je vous ai dit, 30 minutes, on va faire un peu plus acculturation, c'est ce que je fais d'habitude en formation, version compacte express, parce que forcément d'habitude je fais une journée complète, donc là on va essayer de faire à peu près 1 heure pour pas que ce soit trop long, puis après il faut les manger, c'est important. Bravo, ça. Ouais, regarde, je te les donnerai, et je te montrerai. Tous les morpiers, il reste seul. Je te montrerai même, là de toute façon, j'ai repris des trucs que j'avais fait, je les ai pas totalement réadaptés, mais je te montrerai même avec quelle appli je les ai fait, et c'est une appli de tueur pour faire les slides, elle est trop bien. Wow. Donc, parce que tu les fais avec IA. Voilà. Donc, petite présentation, vous me connaissez déjà. Je vous l'ai laissé quand même parce que je voulais vous montrer un peu le petit gif là. Ça, c'est Josh. C'est avec lui que je fais les podcasts, c'est mon co-host. Donc, c'est avec lui que j'ai commencé l'idée du podcast, tu vois, dès le premier ou deuxième épisode, je sais plus, je le faisais intervenir. Et en fait, il était connecté à ChatGPT et à une autre application qui s'appelle Eleven Labs qui fait de la génération de voix. Et en fait, l'idée, c'est que je pouvais lui faire des questions-réponses. Et après, plus tard, je lui ai créé un petit avatar. Et cet avatar, après, je l'ai même animé en vidéo parce que maintenant, on peut faire des trucs assez stylés avec tout ce qui est lié à l'IA. Notamment le petit logo qui a été fait avec une IA, forcément, parce que c'est un peu l'idée. Il y a 2 citations que j'aime bien donner à chaque fois. La première, c'est celle de Bill Gates, qui considère que l'intelligence artificielle, c'est l'innovation de sa vie, entre guillemets, sachant qu'il a quand même monté un petit peu tout ce qui est ordinateur personnel, Windows et compagnie. Microsoft, qui est l'une des plus grosses boîtes au monde aujourd'hui. Et pour lui, il considère que l'intelligence artificielle, c'est un des plus gros changements auquel il peut témoigner. Et donc, ça vous donne un peu une idée de l'ampleur que ça peut être. C'est pas le seul à le dire ça, forcément. Tous les grands CEO des grosses compagnies tech, que ce soit Google, Meta, etc., sont à fond sur le sujet. Ils se rendent bien compte que c'est un truc qui est vraiment indispensable. Les États aussi s'en sont rendus compte. Même si, à leur façon, des fois, ils sont un peu à la manière. Ils sont un petit peu à côté de la plaque sur certains sujets. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est pas quelque chose qui est une mode, c'est pas les NFT, c'est pas le métaverse, etc. C'est pas une trend, c'est pas quelque chose qui va disparaître demain. C'est vraiment très très gros. Et il y a une autre citation que j'aime bien, c'est le futur est déjà là, il est juste mal réparti. Et c'est particulièrement vrai là avec l'IA parce que si vous regardez ce qui se passe du côté de la Silicon Valley, des États-Unis, où on regarde un peu tout ce que font les grosses boîtes tech sur le sujet, on se rend compte qu'ils ont un niveau de malade. Et nous, de notre côté, le temps que l'information elle circule, que ça s'intègre, etc., on s'en rend pas forcément compte. Sauf que à une époque, pour avoir cette information-là, il fallait voyager, partir, etc. C'était très compliqué. Là aujourd'hui, avec Internet, on a accès à tout. Donc, si on veut savoir directement quelles sont les dernières avancées technologiques qui se passent là-bas, on peut le savoir, nous, de notre côté, et on a juste à les intégrer, faire un copier-coller, réintégrer des choses qui se passent déjà aux États-Unis ou dans les pays qui intègrent l'IA plus rapidement, le faire de notre côté et avoir un super bon avantage compétitif dans peu importe ce qu'on fait en fait. Parce que c'est vraiment ça un peu le sujet, c'est que si on prend justement la technologie là où elle arrive, là où elle est, on l'intègre chez nous et on peut du coup avoir une belle avance
par rapport à ce que peuvent faire les autres. Bon, je vous fais un petit historique, parce que j'aime bien faire un peu d'histoire. L'intelligence artificielle, ça remonte, l'idée autour de ça, elle remonte aux années 50, avec Alan Turing. Alan Turing, en fait, il a travaillé sur une machine qui servait à décoder les messages encodés de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Et un peu plus tard, en fait, il a écrit des papiers de recherche sur le sujet et il a inventé un test qu'il a appelé le test de Turing. Et il s'est dit qu'en fait, il y a un moment donné où si on prend une personne et on lui met en face des réponses sous forme de texte, hein, ça peut être un écran, peu importe, du texte écrit, peu importe, avec une personne qui serait une vraie personne et une autre personne qui serait un ordinateur, et qu'on peut lui poser des questions à ces deux personnes-là sans savoir qui c'est. On lui dit, bah voilà, quelqu'un derrière la pièce A, quelqu'un derrière la pièce B, tu vas leur poser des questions, on va te donner leur réponse. Et ben il y a un moment donné où l'ordinateur serait suffisamment bon pour imiter l'humain, au point où on pourrait plus savoir si derrière c'est un ordinateur ou un humain. Et il appelait ça le test de Turing, et c'était un petit peu les premières idées où on pouvait se dire, bah avec un ordinateur on peut sortir de l'intelligence. Si on arrive à suffisamment bien imiter un humain, bah au final on arrive à imiter entre guillemets l'intelligence. Il est un peu parti de ce principe-là et c'est un peu ce qui a lancé tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le test de Turing qu'il a inventé à l'époque, si on fait passer à ChatGPT, il le passe sans problème, quoi. Parce que ChatGPT, vous, quand vous en servez, il est dans un contexte où il sait qu'il est un assistant parce qu'on lui a dit, t'es un assistant, etc., machin. Mais si on lui demande d'agir comme un humain et on lui crée une histoire et qu'après on lui dit, bah voilà, quel est ton film préféré, machin, etc., il va nous répondre comme un humain. Et ce sera impossible de distinguer si c'est un humain ou pas à qui on parle juste avec un chat. Hein. Donc c'est vraiment là où on en arrive aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois aussi, on repousse un peu la définition de l'intelligence. Parce qu'on se dit, bah non, c'est pas vraiment ça. Ce qui est vraiment intelligent, ce sera le truc d'après, le truc d'après, le truc d'après. En ce moment, on n'arrête pas de repousser cette définition. C'est ce qui fait qu'on voit qu'on est en plein boom, hein, et qu'on a une vraie exponentielle sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, quoi. Il y a des choses qui sont assez vraies, hein, en termes d'automatisation d'intelligence artificielle. Il y en a une que j'aime bien, c'est tout ce qui est reconnaissance de caractère, parce que ça explique bien un peu ce qui est une intelligence artificielle spécialisée, ce qui était un petit peu l'IA avant que la mouvance ChatGPT arrive. Hein. C'est des IA qui font juste une seule chose, mais par contre elles le font super bien. Et un des trucs qui existe, hein, c'est la reconnaissance des codes postaux sur les lettres. Donc ça a été implémenté dans les années 60 aux États-Unis. Et l'idée, c'était d'avoir juste une machine, elle reconnaissait les chiffres, et elle arrivait à dire, bon voilà, là, le code postal, ça part là, ça part là. Ça permettait d'automatiser la distribution de courrier. Et ça, c'est des systèmes, hein, qui se sont améliorés avec le temps. Et au début, ils étaient juste capables de détecter les caractères écrits en lettres d'imprimerie. Mais après, ils étaient même capables de détecter ce qui était écrit manuscrit, en fait. Et ça, c'est un peu voilà, la base de ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle quand elle est spécialisée. On va l'entraîner sur plein de personnes qui écrivent à la main des chiffres, et puis à force, elle va comprendre ce que c'est qu'un 1, un 2, un 3, etc. Et après, pouvoir reconnaître n'importe quel chiffre, et du coup, pouvoir avoir un super bon résultat là-dessus. Mais du coup, c'est aussi un petit peu ce qui fait ses limites, hein, parce qu'une intelligence artificielle qu'on a entraînée à reconnaître des chiffres, si je lui écris un A, pour elle, ce sera un chiffre. Elle va me dire, bon, un A, c'est peut-être, je sais pas, un 4. Un 3, c'est peut-être un E. Elle va pas pouvoir me dire que c'est autre chose qu'un chiffre parce qu'elle a été uniquement entraînée à ça. Et ça, c'est encore un peu vrai aujourd'hui. C'est ce qui fait que quand on demande à une IA quelque chose sur lequel elle n'a pas été entraînée, elle peut nous raconter vraiment n'importe quoi. Et après, les IA évoluent vite, hein, mais ceux qui ont testé au début ChatGPT, il y a des choses quand on lui demandait, ils partaient en freestyle complet, et ça fait partie un petit peu des limitations, hein, parce que tout simplement, il n'avait pas été entraîné sur ces informations-là. Donc ça, c'est quand même une limite à garder en tête. Dans les années 80 aussi, j'aime bien cette histoire, parce que au Japon, ils se sont dit, super, on a des ordinateurs, on a des capacités de mémoire de fou, on peut enregistrer tout un dictionnaire, tout le vocabulaire d'une langue, et une langue, a priori, c'est des règles. C'est des règles de grammaire. Voilà, en français, on dit sujet, verbe, complément. En japonais, c'est différent, mais voilà, il y a des règles. On donne les règles, on peut faire un programme, et en plus, on peut lui donner toutes les connaissances sur tous les mots. Donc, a priori, il a le dictionnaire complet, il a les règles, il pourra parler. On pourra faire de la traduction. C'est ce qui s'était dit. Ils se sont dit, ça va être facile. Donc, ils se sont lancés un projet, ils se sont dit, bon, allez, dans 2 ans, on arrive à faire un traducteur japonais-anglais. Et pas du tout, hein, en fait. 10 ans après, ça marchait toujours pas correctement. Ils ont passé énormément de temps, ça leur coûtait très cher. Ils se sont rendus compte que traduire des expressions, des idéogrammes, c'était super compliqué, qu'il y avait tout un côté culturel à la langue, qu'il y avait des tonnes d'exceptions, il n'y a jamais une règle qui marche à chaque fois, et que donc, du coup, c'est bien plus compliqué que ça de faire un bon traducteur. C'est ce qui fait que tous les traducteurs qu'on s'est tapé jusqu'à quelques années quand l'IA est arrivée, c'était juste du mot à mot, en fait, avec des règles, et ça marche pas très bien. Quand on faisait la traduction, c'était pas fou, quoi. Ça traduisait le truc à peu près, mais c'était pas super. Mais après, avec justement les nouvelles technologies et l'IA qui arrivaient, on a réussi à avoir des choses qui étaient bien plus intéressantes. Et justement, tout ça, c'est arrivé plutôt dans les années 90,
avec des systèmes qui nous ont permis d'améliorer les intelligences artificielles auxquelles on parlait plus vraiment. On était plus sur des algorithmes, des programmes, etc. Mais dans les années 90, il y a des choses qui sont arrivées, notamment avec quelque chose qui s'appelle le machine learning, où là, l'idée, ça va être de donner des données à l'ordinateur, de lui donner un maximum d'exemples, justement, et de le laisser apprendre, entre guillemets, par lui-même ou pas, hein, avec des règles, etc. Et c'est là où on a un peu débloqué des choses, et on a réussi à faire des choses bien plus impressionnantes avec l'IA. Et juste pour vous donner une idée, parce que l'intelligence artificielle, ça englobe plein de choses, dans l'IA, on a des IA qui sont super spécialisées, par exemple celle qui va reconnaître le chiffre sur une lettre, mais on va avoir après aussi des IA qui vont être des IA qui utilisent la technologie du machine learning, justement, qui vont être entraînées sur des données et des règles. Il va y avoir aussi la technique du deep learning, qui est un petit peu différente, mais bref, qui est fait, elle aussi, partie du machine learning. Et on va voir encore là-dedans ce qu'on appelle l'IA générative, qui, elle, intègre du machine learning, du deep learning, qui fait partie de l'ensemble IA, et qui, elle, est capable, du coup, de faire des tas de choses. C'est vraiment ça qu'on a découvert récemment. C'est la génération de texte, la génération d'images, de vidéos, etc. C'est ça qui fait un peu le plein boom. Mais au final, c'est qu'une sous-catégorie de IA. Ce qui fait aussi, maintenant, c'est un peu un mot marketing, on le met un peu partout. Avant, quand on parlait, je sais pas, d'algorithme YouTube, maintenant, c'est plus l'algorithme YouTube, c'est l'IA de YouTube, quoi. Alors que, en fait, c'est plus ou moins la même chose, hein. Les IA, c'est des algorithmes, hein. C'est juste qu'ils sont développés d'une façon différente. Mais voilà, maintenant, c'est devenu un peu un mot fourre-tout et qui marche bien pour aussi mettre en avant un produit ou lancer sa start-up, quoi. La différence, quand même, avec l'IA, c'est que contrairement à un algorithme qui est déterministique, donc, je sais pas, une calculatrice, par exemple, on lui dit 2 plus 2, ça fait toujours 4. Avec l'IA générative, hein, quand on va lui donner quelque chose en entrée, la sortie, elle peut être légèrement différente à chaque fois. Et donc ça, c'est ce qui fait qu'en posant la même question de la même manière à l'IA, vous allez avoir un résultat qui va être différent. Et c'est pas forcément ultra visible quand vous faites en texte, parce que si vous demandez, je sais pas, de résumer un article, bon, il y a plein de façons de résumer l'article correctement, on n'est pas au point à la virgule près, mais ça se voit moins sur du texte. Mais par contre, si vous le faites avec une image, ça se voit tout de suite, quoi. Si vous lui demandez de générer un chat, un coup le chat il va être noir, un coup il va être blanc, un coup il va être roux, enfin peu importe, ça va changer à chaque fois. Ce sera un chat, mais il sera toujours un petit peu différent. Et ça, c'est un truc quand même à garder en tête, hein, c'est que c'est pas déterministique. On va quand même avoir des choses qui vont un petit peu être différentes, mais c'est ce qu'on veut en fait, parce que si on n'avait pas ça, on pourrait pas avoir de la créativité, on pourrait pas avoir de l'inventivité, on pourrait pas avoir plein de compétences que l'humain a, mais que l'ordinateur ne savait pas faire justement quand il était déterministique, quoi. Une calculatrice, on ne demande pas d'inventer des chiffres, quoi. On lui demande de faire quelque chose et d'avoir le même résultat à chaque fois. Alors que l'IA générative, elle, c'est pas ce qu'elle fait, mais c'est aussi, voilà, ses limites, ce qui fait que typiquement, une IA, à la base, elle sait pas compter. Une IA générative, elle sait pas compter. Quand vous demandez à ChatGPT de vous écrire un texte de 500 caractères, il va pas écrire 500 caractères, il va faire 490, 510. Après, maintenant, avec les nouveaux modèles qui font qu'elle s'améliore, il va être capable d'écrire un texte, de le compter et de le modifier pour qu'il fasse 500. Mais sinon, à la base, pour lui, 500 caractères, ça ne veut rien dire, en fait. C'est les mêmes ChatGPT 4, hein, il y avait un test qui marchait bien aux États-Unis, il lui demandait combien il y avait de R dans le mot strawberry, et il n'arrivait pas à compter le nombre de R dans le mot, quoi. Il y a 3 R dans le mot, il n'y arrivait pas, il disait, il y en a 4, il y en a 2, il me disait, mais compte lettre par lettre, mais en fait, c'est pas quelque chose qu'il est capable de faire, parce qu'il n'a pas été entraîné là-dessus. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec les chiffres, s'il y a un 7, etc., il sait reconnaître que les chiffres. Là, c'est pareil, si l'IA, elle a été entraînée que sur du texte, elle n'a pas été entraînée à compter des lettres, ou à épeler des mots, ou voilà. Ça, c'est pas des choses qui sont présentes dans ce qu'on appelle le dataset, hein, donc toutes les données sur lesquelles elle était entraînée. Elle a vraiment été entraînée sur du vrai texte, quoi, des livres, etc. Et donc, elle n'a pas été entraînée à justement compter les mots ou faire ce genre de choses-là. Donc, c'est aussi une des grosses limites. 2015, du coup, c'est là où est arrivée l'IA générative, hein, du côté de la recherche plutôt. Nous, on l'a connu un peu plus tard avec vraiment des applications pour tout le monde. Mais du côté de la recherche, ils se sont attaqués à justement essayer de générer des choses. Donc, ils se sont dit, voilà, l'IA, elle peut reconnaître des choses, par exemple, reconnaître des chiffres, reconnaître des visages, reconnaître des animaux. Maintenant, on va lui faire générer des choses. Et donc là, du coup, l'exemple que je vous ai mis, c'est des chiffres qui sont générés là par l'IA. Là, c'est des visages humains. Et là, c'est des animaux. Et donc, vous voyez, à l'époque, hein, c'était hyper basique. La résolution était pourrie, mais c'était juste pour se rendre compte que voilà, on pouvait déjà commencer à avoir une IA qui génère des choses. Après, on en était encore à l'état de la recherche, il n'y avait pas encore grand-chose de pertinent sur le sujet. Mais il y a des choses qui sont arrivées qui, je pense, ont été un peu pour moi les premiers signes. En tout cas, à l'époque, moi, je m'y intéressais déjà et ça a été un peu les premiers signes de se dire, waouh, il se passe quand même des trucs de fou avec l'IA et avec justement le machine learning, le deep learning. Et un des gros breakthroughs qu'il y a eu, pour moi, c'est AlphaGo. Donc, AlphaGo, c'est une IA qui a été développée par DeepMind. DeepMind, c'est une entité de Google spécialisée sur l'IA. Et en fait, ils ont tout simplement battu le champion du monde de Go. Le jeu de Go, c'est le jeu là que vous voyez là, c'est un jeu de plateau
où on a des pièces qu'on pose dessus. Et contrairement aux échecs, c'est un jeu où on peut pas faire ce qu'on appelle du brute force, où on peut pas calculer toutes les possibilités et se dire, bah ça c'est le meilleur coup. Parce qu'à l'époque, sur les échecs, quand Kasparov il a été battu dans les années 90 par IBM Deep Blue, c'était un ordinateur de chez IBM. L'ordinateur, en fait, l'algorithme, il n'était pas si intelligent que ça. Il faisait beaucoup de calculs. Il essayait de regarder tous les coups d'échecs possibles. Il leur donnait une note. Après, il disait, bah, celui-là, c'est le meilleur coup possible. Pof, je le fais. Et il pouvait calculer 10, 15, 20, 30 coups à l'avance. Donc, du coup, grâce à la puissance de calcul, il pouvait brute forcer le jeu et réussir à être meilleur qu'un humain. Là, l'idée, c'était pas du tout de faire ça parce que la puissance de calcul requise, elle est infinie, en fait. Il y a tellement de coups possibles. C'est 10 puissance 270. Donc 10 et 270 zéros derrière. Ça, c'est le nombre de possibilités sur le plateau, quoi. C'est impossible de calculer tout ça. Donc, ils ont fait une approche différente qui utilisait l'IA et ils l'ont entraîné sur des parties de vrais joueurs. Donc, ils ont pris plein de parties. Ils ont dit, bah voilà, ça, c'est des parties de gens qui jouent au Go. Et ensuite, ils ont fait jouer l'IA contre elle-même. Et ils ont pris, du coup, les IA qui arrivaient à être les meilleurs, en fait. Vous imaginez comme si vous faisiez un tournoi avec plein de petites IA réglées différemment. Vous les faites jouer entre elles. À la fin, vous prenez la meilleure, puis vous le refaites plusieurs fois. Et à la fin, du coup, vous avez une IA qui est super bonne au jeu. Et ils ont réussi, du coup, à battre le champion du monde, qui avait 18 victoires, je crois. Il était 18 fois champion du monde. Et ils l'ont battu 4-1. Et il a carrément arrêté sa carrière quelques années après, tu vois. Tellement qu'il était déprimé de... Il s'est dit, bon... donc voilà. Et c'était vraiment, à l'époque, personne pensait que ça allait être possible. Parce que le jeu de Go, ça demande de l'intuition, ça demande de la créativité, ça demande des choses qu'on pensait qui étaient exclusives aux humains. Donc ça, c'est pour moi un premier passage important. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que Google, ils se sont pas arrêtés là. Ils se sont dit, bon, un an plus tard, on va tester un autre truc. On va se lancer sur une même méthode, mais cette fois-ci, on va même pas lui donner d'exemple de jeu de Go. On va directement juste lui donner les règles et on va la laisser jouer contre elle-même. Et ils ont fait ça sur les serveurs qu'ils ont. Donc, ils ont des serveurs de malades, c'est Google. Donc, ils ont fait 3 jours de calcul sur leur grand serveur, ce qui équivaut à des millions d'années de jeu de Go. Parce que forcément, c'est paralysé. Donc, faut s'imaginer quelqu'un qui aurait joué des millions d'années au jeu. Et ils ont fait une nouvelle IA avec ça. Et la nouvelle IA, elle battait l'ancienne. Celle qu'ils avaient faite, qui battait déjà le champion du monde, quoi. Donc là, maintenant, c'est IA contre IA pour faire l'IA la puissance sur le jeu de Go. Et voilà. Et ça, seulement en 3 jours d'entraînement, ils se sont rendus compte de la puissance qu'on pouvait avoir justement avec la bonne méthodologie pour lancer son IA. Mais encore une fois, ces genres d'IA qui sont très spécialisés. Elle joue au jeu de Go, elle joue pas aux échecs. Alors, il y a des façons de lui apprendre un nouveau jeu en utilisant la même technique. Donc là, typiquement, ils ont réussi après à lui apprendre aussi le jeu des échecs. Et elle a été très bonne aussi là-dessus. Ils l'ont même entraîné à jouer aux jeux vidéo avec StarCraft. Donc ils ont fait des petites variantes comme ça. Et l'IA était encore très très forte à chaque fois. Mais si on lui demande d'analyser une image, c'est pas son sujet, quoi. C'est vraiment, il y a quand même on peut extrapoler un peu ce qu'une IA est capable de faire, mais jusqu'à un certain point, quoi. Et ce qu'ils ont fait aussi d'impressionnant, toujours Google DeepMind, c'est pour ça que moi je trouve que Google, ils sont assez sous-cotés entre guillemets sur la course à l'IA, c'est que on sait que c'est un gros Google, mais pour l'instant on parle beaucoup d'OpenAI, etc. Mais Google en recherche fondamentale, ils sont vraiment très bons, et surtout DeepMind. Et donc DeepMind, ils ont fait en 2021 une IA qui s'appelle AlphaFold, et en fait elle est capable de prédire comment une protéine se plie. Alors bon, on se dit ok, super, à quoi ça sert? En fait, savoir comment une protéine se plie, ça permet de savoir comment elle se comporte, ça permet de faire plein de choses. En termes de médecine, en termes de biologie, ça permet vraiment plein de choses, et c'est un problème super compliqué. C'est-à-dire qu'avant que l'IA arrive, on avait été capable de décrypter à peu près 150 000 protéines et savoir comment elles allaient se plier. On avait réussi à le faire avec des gros tests en laboratoire super compliqués, etc. Sur des années, c'est la courbe que vous voyez là, on avait réussi à trouver 150 000 protéines. Et après, AlphaGo arrive, dans une première version puis dans une deuxième, et en 2 ans, on arrive à 200 millions de protéines qui ont été capables d'être simulées et de savoir comment elles allaient se plier, quoi. Donc on est passé on connaît 150 000 à 200 millions. Donc maintenant, en fait, quasiment toutes les protéines qui existent, on sait comment elles se plient. Et ça permet de savoir comment elles vont se comporter. Et donc de faire des nouveaux médicaments, de savoir comment une maladie va se comporter, etc. Ça permet de faire énormément de choses. Et là, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est tout nouveau, c'est 2021, c'est de la recherche fondamentale. Donc forcément, ça va arriver plus tard. L'impact pour nous va arriver plus tard. Mais aujourd'hui, tous les chercheurs qui font de la bio ou qui sont dans la médecine, ils se servent de AlphaFold pour savoir comment les protéines vont se plier et pour savoir du coup comment un médicament va se comporter, etc., quoi. Ah mais c'est sûr. En fait, grâce à l'IA et grâce à ce genre d'IA, on peut derrière faire un traitement ultra spécialisé pour une personne. On peut analyser le génome de quelqu'un. On va vraiment pouvoir faire des choses super impressionnantes parce que là où l'IA est très forte, c'est vraiment à reconnaître des patterns, des schémas dans un grand espace de données. Donc, quand on lui donne
un génome, quand on lui donne voilà des protéines, des choses comme ça super compliquées, et qu'il y a énormément de données, bah elle va être capable de se dire, bah avec toutes ces données, j'arrive à savoir comment, qu'est-ce qui m'intéresse dans ces données-là, comment je peux les analyser, comment je peux repérer des choses qui se répètent, etc. Et c'est ça où vraiment il y a une grosse force de frappe. Et c'est juste pour vous dire que c'est pas juste ChatGPT. Maintenant, on se dit ouais, ChatGPT, etc. Ça a beaucoup de visibilité, mais il y a aussi toute une partie d'IA qui est plus sur la recherche, qui est aussi en train de prendre de la place, qui va prendre plus de temps à arriver, parce que voilà, c'est de la recherche, faut que ça s'implique, et puis il faut après que les gens ils fassent la transition. Enfin, c'est pas demain que tous les hôpitaux vont intégrer les choses, etc. Mais c'est en train d'arriver. Et voilà, c'est, je pense, voilà, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va avoir des très très gros changements sur le monde médical. Petit complément sur le remplissage et le pillage de protéines. Le calcul de protéines, ça tournait en une simple faisait. Ça prenait entre 3 jours et 10 jours pour calculer comment s'empiller une protéine. C'est très très long avec un ordinateur qui était déjà assez conséquent. Donc, Ouais, et maintenant ça se fait tout de suite. C'est hyper et donc, on en arrive enfin à le moment probablement où vous avez sûrement commencé à beaucoup entendre parler de l'IA, fin 2022, l'arrivée de OpenAI avec ChatGPT, qui a mis en avant du coup un premier large language model, donc un grand modèle de données, un grand modèle de langage, pardon. Et c'est un petit peu ça qui a fait tout connaître. C'est des choses qui existaient déjà. Hein. Ils ont rien inventé entre guillemets OpenAI. C'est juste qu'ils ont fait un produit qui marche bien et ils ont fait un modèle beaucoup plus gros que les autres. Et donc le fait que leur modèle était plus gros, bah il était entre guillemets plus intelligent, pouvait faire plus de choses. Les premiers modèles qui avaient été faits pour générer du texte, c'était des choses assez basiques. Ils pouvaient vous générer un petit texte, voilà, un petit article sur, je sais pas, la météo ou des trucs assez simples. Et là, en fait, la force qu'ils ont eue avec ChatGPT, c'est que vu qu'ils l'ont entraîné avec plus de données et plus longtemps, bah, il arrivait à faire bien plus de choses. Et donc tout de suite, quand ils l'ont mis à disposition des personnes, bah, il y a eu plein de cas d'usage qui ont été créés, plein de personnes qui se sont dit c'est génial, je peux faire plein de choses avec. Et c'est ce qui a fait que, en même pas 2 mois, ils ont réussi à atteindre 100 millions d'utilisateurs. C'est la croissance la plus rapide hein, sur une application, sur une nouvelle application ou autre. Vraiment, 2 mois, 100 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Aujourd'hui, OpenAI, ils sont à 500 millions d'utilisateurs. Donc, ils ont annoncé il y a 1 mois qu'ils étaient à 400 millions par semaine. Là, on sait qu'ils sont à au moins 500 millions par mois, voire probablement plus. Et ils visent 1 milliard du coup d'utilisateurs par mois. Hein. Je pense que d'ici la fin de l'année, ils seront probablement pas loin, surtout grâce à l'Inde, parce qu'ils ont énormément d'utilisateurs en Inde. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées en Inde à Internet via leur téléphone. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend énormément de place. Les investissements, forcément, sur le domaine, ils sont massifs. Hein. OpenAI, maintenant, la valorisation, elle est estimée à 300 milliards. C'est l'équivalent de Coca-Cola. Voilà, OpenAI, 2021, personne ne savait ce que c'était. En 2025, c'est aussi gros que Coca-Cola. Voilà, ça vous donne une idée de... Ben voilà, mais ça vous donne une idée de à quel point c'est gros, quoi. Quand il y a des si gros montants, je pense que le côté buzz, machin, oui, l'IA, ça va bientôt s'arrêter. Non, je pense vraiment pas, quoi, quand on voit les montants. Que ce soit Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, etc., ils sont à fond sur le sujet. Ils ont dépensé 340 milliards de dollars sur le sujet en dépenses CAPEX en 2025. Donc voilà, c'est quelque chose de très gros. Le marché, pareil, il est volumineux, il n'est pas prêt de rétrécir. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez grand. Pourquoi pas ça sur OpenAI? Ah, parce que c'est une start-up. Donc pour l'instant, ils ont pas fait leur ouverture en bourse, quoi. Ouais, bah ouais. Oui, bah à terme. Mais tu le fais pas tout de suite sur une startup, c'est pas l'intérêt. Déjà eux, je pense leur but là, c'est vraiment d'être les numéros 1. Ils sont un peu en train d'arriver. En fait, l'idée c'est qu'on dise pas IA, c'est qu'on dise ChatGPT. C'est un peu comme tu vois le frigo ou ce genre de choses là, quoi. C'est vraiment que dans la tête des gens, IA égale ChatGPT. Ils y sont vraiment pas loin. Hein. Et c'est vraiment ça leur objectif pour que comme ça, ils aient une place suffisamment imposante que après, bah, ils commencent à faire des services de plus en plus chers, etc. Mais qu'à la fin, ils aient pris toutes les parts du marché, quoi, ou la plus grosse part du gâteau. Donc, ouais. Après, moi, je pense que sur l'investissement, les boîtes tech américaines sont très bien, hein, parce qu'ils sont tous en train de bénéficier de ça. C'est Google, ça va être Microsoft, Nvidia, ils vendent les puces, mais bon, c'est un peu c'est ça, mais c'est un peu entre guillemets l'homme à abattre, quoi, parce que Nvidia, tout le monde travaille avec eux, mais tout le monde a envie de s'en séparer, parce que le côté monopole, c'est quand même un peu embêtant. Et typiquement, l'une des forces de Google, c'est que c'est Google qui fabrique ses propres puces, et c'est ce qui fait que eux, par exemple, leurs coûts de calcul sont beaucoup moins chers que ceux d'OpenAI, qui eux travaillent avec Nvidia.
Mais typiquement, OpenAI, ils sont en train d'essayer de faire leur propre puce aussi. Parce que ça coûte très cher de travailler sur des processeurs de chez Nvidia, qui sont des processeurs capables de faire de l'IA et d'autres choses. Les indices, comme le CP500 et tout, c'est impacté de fou. Ah bah oui, c'est sûr. C'est la traction, elle est sur la tech, là, clairement. C'est vraiment là où ça fait monter tout le marché, quoi. Mais parce qu'en fait, voilà, OpenAI, ils sont 700 dans la boîte, 500 millions d'utilisateurs. C'est énorme en termes de données collectées. Si demain ils veulent commencer à faire de la publicité, en termes de nombre de personnes qui ont des abonnements payants, etc. Enfin, c'est gigantesque, quoi. Ça veut vraiment dire qu'ils peuvent faire des très gros revenus derrière. Donc forcément, ça fait aussi des gros fonds sur le domaine. Mais après, en ce moment, du coup, on est sur plutôt une bonne période dans le sens où vu qu'ils sont tous en train de se bagarrer pour prendre la plus grosse part du gâteau, bah nous on a accès à plein d'outils très puissants et souvent gratuitement. Donc et là-dessus justement, vu que OpenAI c'est un peu les leaders, c'est limite ceux qui en compte gratuit nous fournissent le moins, alors que quand on va chez les concurrents, typiquement Google, on a des modèles très puissants, les derniers modèles dispo, et ils sont disponibles gratuitement, quoi. Donc c'est pour ça que moi des fois ouais voilà, avec Gemini, ouais. Donc c'est pour ça que des fois moi je conseille pas forcément tout le temps d'aller sur du ChatGPT, parce que même si je trouve que c'est eux qui ont un peu le meilleur produit, dans le sens où il est vraiment bien adapté aux utilisateurs, il est facile d'utilisation, etc. Quand on utilise la version gratuite, on n'a pas du tout le meilleur modèle, mais pas du tout. Parce que ce qui se passe, c'est que eux, ils vont faire en fonction de leur nombre d'utilisateurs et leur coût serveur. Si on va se connecter à ChatGPT l'après-midi pour nous, côté Amérique, ils sont tous réveillés, ils s'en servent tous, ils sont à fond en train de se servir de ChatGPT. Ben en fait, les serveurs, ils commencent à un peu saturer, et eux, ce qu'ils font, c'est que ils réduisent la taille de mémoire du modèle. Donc le modèle a moins de mémoire. Si on lui demande juste une petite question, c'est pas grave, mais si on commence à lui envoyer des docs, lui poser des questions longues, ça va se ressentir. Et ils vont passer sur un modèle qui va être moins intelligent. Ça va être un modèle qui va être un peu plus réduit, et ça, on a zéro contrôle dessus, quand on est en compte gratuit. Et tu le sais même pas. Et tu le sais même pas. Et c'est ce qui fait que des fois, on se dit, bah, je comprends pas, ChatGPT, hier, je lui demandais ça, il me répondait, je demande ça, il bug, il me répond des trucs à côté de la plaque. C'est à cause de ça. C'est qu'on n'a pas le vrai contrôle sur quel modèle on utilise. Et du coup, on peut se retrouver avec un modèle qui est complètement à la rue, alors que voilà, on se disait, bah, je comprends pas, hier, il marchait bien, quoi. Et ça, typiquement, Gemini, je vous montrerai tout à l'heure via le site Google AI Studio, on peut y accéder, choisir son modèle, et je crois qu'il nous limite à 50 messages par jour. Quand on arrive à la limite, il nous dit, voilà, t'as atteint la limite, mais au moins, on sait ce qu'on utilise, on sait s'il a suffisamment de mémoire, etc. Et donc, ça nous permet de savoir un peu plus ce qu'on fait, quoi. Donc du coup, ce qui a un gros impact sur l'IA, ce qu'on connaît tous, c'est surtout les large language models. Donc, juste pour vous expliquer ce que c'est, donc les LLM, c'est des grands modèles de données. L'idée, c'est qu'ils ont été entraînés sur des immensités de textes. C'est vraiment, on a pris tout ce qui était sur Internet, on a pris tous les livres qui étaient libres de droit, on a vraiment tout pris. Et de ces informations-là, ils arrivent à en comprendre en fait comment le langage fonctionne, comment avoir une certaine réflexion, etc. C'est vraiment un peu ça. C'est comme des autocompléteurs, comme si on essaie de deviner quelle est la suite du mot, mais ils ont tellement d'informations, ils ont eu tellement de choses en mémoire qu'ils sont capables de le faire de façon très intelligente et de nous donner la suite d'un texte de façon très facile. Mais alors du coup, ça veut dire aussi qu'il y a potentiellement des défauts et des erreurs. Si on commence à faire un début de phrase dans un jargon juridique et en lui disant selon la cour de cassation de machin, lui il va continuer, il va dérouler et il va inventer des choses qui n'existent pas forcément. Donc ce qui fait qu'il y a eu un avocat par exemple, je crois que c'était à New York, où il a fait un plaidoyer, il l'a fait avec ChatGPT, les premières versions, et il a inventé des trucs cours de cassation, ça n'existait pas, quoi. Il a pas vérifié, ça n'existait pas. Maintenant, on a moins ce problème, parce que vu que c'est une fonctionnalité qui est pas agréable, quand l'IA, elle hallucine, bah, tous les développeurs d'IA, ils essayent de faire de la vérification de faits, où bah, l'IA, elle va vérifier sur Internet, elle va revérifier qu'il n'y a pas d'hallucination, etc., pour qu'on ait une réponse la plus claire possible. Moi, de toute façon, ce que je suis en train d'observer, et ça va continuer, c'est que au tout début, les premières versions de ChatGPT, plus on connaissait comment faire un bon prompt, des limitations, etc., machin, plus on arrivait à en tirer quelque chose de puissant. Et moins on connaissait, plus on était perdu, et l'IA racontait un peu tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, en fait, ils améliorent tellement leur modèle qu'en fait, même si on pose pas bien la question, même si notre prompt il est pas fou, même si voilà, en fait, le modèle est suffisamment intelligent pour s'auto-corriger, pour aller faire des réponses plus adaptées, etc. Ou pour nous poser des questions, tout simplement, là où avant, il l'aurait pas fait, en fait. Donc, le prompt est encore important, mais honnêtement, de moins en moins, quoi. C'est parce que maintenant, justement, les nouveaux modèles qui sont des modèles qui sont capables de faire un cheminement de pensée, c'est-à-dire qu'ils nous répondent pas tout de suite,
Au début, le modèle, lui, lui donne le texte et il essaie de répondre tout de suite. Là, au lieu de lui faire une réponse, on lui dit, bah, essaye de réfléchir à ce que tu vas répondre avant de le faire, quoi. Et par exemple, si on lui pose une question, on a zéro contexte, il va nous demander en fait plus de contexte. Si je vous donne un exemple, si vous demandez à une IA comment est-ce que je fais pour payer mes impôts, juste comme ça, l'IA, elle, de base, elle sait pas dans quel pays vous êtes, elle va essayer de supposer, elle va prendre ce qui est le plus probable. Elle va se dire, bon, la personne me parle en français, je vais expliquer comment payer ses impôts en France. Et voilà, bah, si on part vraiment, si elle a aucune mémoire, elle a pas de contexte sur nous. Vraiment, on lui demande juste comment je fais pour payer mes impôts, elle sait pas qui on est, etc. Elle peut se dire, bon, la question est en français, je vais lui répondre comment payer ses impôts en France. Mais si la personne, elle est belge ou elle est canadienne, québécoise, c'est hors sujet. Donc il va se dire, ben, IA, regarde, ça marche pas, j'ai demandé, il comprend pas. Donc c'est pour ça qu'il faut lui donner du contexte. Mais maintenant, les IA, elles sont suffisamment intelligentes pour se dire, bon, bah là, l'adresse IP, c'est quelqu'un qui est en France. Donc déjà, je vais prendre le cas qui est en France. Et puis, bah là, j'ai un petit doute. Donc au pire, je vais lui poser la question. Ah, est-ce que tu es bien en France? Et avant de te répondre, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que tu es bien en France? Et est-ce que tu me parles de la déclaration de tes impôts particuliers ou professionnels? Et en fait, du coup, ça va permettre à avoir de toute façon des réponses de qualité parce que c'est l'IA qui va elle-même poser les questions si elle n'a pas suffisamment de contexte. Alors qu'avant, il aurait fallu lui dire, je suis un particulier en France, j'ai besoin que tu m'expliques comment déclarer les impôts, etc. Et ça se faisait vraiment dans le prompt. C'est encore vrai aujourd'hui, hein, quand on fait des bons prompts, on a des meilleures réponses, et, ça permet de gagner du temps. Mais maintenant, l'IA, elle nous tient de plus en plus par la main. Et je pense qu'à terme, il y aura plus besoin de faire des prompt engineering super compliqués, machin. On aura des modèles qui seront super bons et en fonction de la question qu'on leur pose et du contexte qu'ils auront sur nous, ils sont capables de nous faire des super réponses. Et c'est déjà un peu le cas parce que maintenant, ChatGPT, il enregistre des informations sur vous. Donc, en fonction de si vous lui dites, bah voilà, j'habite à tel endroit, j'étais là, je travaille dans tel domaine, il va enregistrer des infos sur vous et comme ça, lui, à chaque fois qu'il répond à des questions que vous lui posez, il rajoute des informations dans le contexte. Comme ça, il vous fait une réponse plus personnalisée. Et donc, ce qu'il faut se dire avec ces modèles de langage, hein, c'est que typiquement, bah, si ils utilisent peu de données et peu de paramètres, donc les paramètres, c'est un petit peu comme les neurones qu'on va utiliser. Hein. S'ils en ont peu, ils vont pas faire grand-chose. Donc peut-être pouvoir faire un petit article de blog ou quelque chose de très simple. Si par contre on utilise plus de paramètres, on pourra nous faire des choses plus avancées, de la traduction, etc. Et voire même s'il y a beaucoup de paramètres, bah, passer des examens de doctorants ou des trucs super compliqués, faire des olympiades de mathématiques, enfin des trucs assez incroyables. Hein. Aujourd'hui, sur les meilleurs modèles de réflexion qui ont été après optimisés entre guillemets pour faire que des mathématiques, par exemple, on a des IA qui ont un niveau d'olympiade en mathématiques. Donc il y a des olympiades de mathématiques, hein, si vous savez pas. Hein. C'est comme les Jeux Olympiques mais pour les maths. Hein. Et maintenant, les IA, certaines IA ont un niveau médaille de bronze voire médaille d'argent sur ces olympiades. Donc on leur donne les questions des olympiades. Hein, donc c'est-à-dire qu'il y a 3 mecs dans le monde qui arrivent à y répondre. Hein, et elles y arrivent, quoi. Donc elles ont des niveaux qui peuvent être excellents dans certains domaines. Alors qu'encore une fois, hein, quand je disais au début de ChatGPT, on lui demandait de compter le nombre de R dans Strawberry, il n'y arrivait pas, quoi. Et donc maintenant, si on refait un modèle bien optimisé dans un contexte spécifique, bah, il peut vous faire vraiment des trucs hyper impressionnants. Bon, ça c'est juste pour vous redonner un petit exemple, mais ça je vais vous le montrer en direct, ce sera mieux. Je vais vous montrer un outil qui explique justement là, ce que je vous ai mis sur le petit schéma, ça s'appelle du RAG. C'est une technique où en fait l'IA, elle a pas forcément toutes les infos qu'on a sur notre life, hein, ou sur ce sur quoi on lui pose des questions. Donc en fait, on va lui donner des documents et on va lui poser des questions sur ces documents-là, et pas sur Internet ou je sais pas quoi machin. Donc par exemple, dans le contexte de l'immobilier, vous lui donnez un compromis de vente avec toutes vos annexes, et en fait après vous lui posez des questions sur ce compromis de vente, et elle va pouvoir vous faire des réponses en vous disant, en me basant sur la page 20 annexe DPE, bah, j'ai vu qu'il y avait un problème avec du plomb sur la fenêtre. Et ça, c'est hyper intéressant parce que plutôt que d'avoir une réponse qui est un peu, voilà, qui va aller chercher les infos sur Internet ou autre, où l'IA, on sait pas, même si on lui donne les documents, on sait pas exactement si elle a bien réussi à analyser le bon doc et à nous donner la bonne réponse, bah là, on est sûr que l'info, elle vient du bon endroit. Et ça, du coup, vous pouvez le faire avec un super outil qui s'appelle Notebook LM, qui est gratuit. C'est Google qui propose ça. Là, par exemple, je vous donne un exemple, j'en ai fait un sur comment créer des bons prompts, et je lui ai donné dans les fichiers ici, hein, je peux lui donner des sources, donc je peux ajouter par exemple ici une source, ça peut être un lien vers une vidéo YouTube, ça peut être un site internet, ça peut être un Google Doc, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez lui donner typiquement les annexes d'un compromis, un PLU,
ce que vous voulez. Et après, vous lui posez des questions directement et en fait, il va du coup un bon prompt, par exemple, je vais lui demander, hop là, il va vous faire une réponse qui va se baser sur les différentes sources que vous lui avez données. Donc là, moi, je lui ai donné des documents qui ont été diffusés par Google, par exemple, par OpenAI, qui expliquent un petit peu comment faire des bons prompts. Et à partir de ça, il a toutes les infos et quand il va me faire sa réponse, donc voilà, là, il m'a fait une petite réponse, il va me donner, en fait, à chaque fois les sources. Donc là, par exemple, il va me dire, là, il a été récupéré dans le 10 techniques de prompt engineering à tester de Jeda Bootcamp. Ça doit être une vidéo YouTube, ça. Et là, il a récupéré le texte complet qui est une transcription directe de ce qu'il y a dans la vidéo YouTube. Donc ça peut permettre de faire un truc super précis où il va pas chercher des infos n'importe où et de revérifier ses infos. Ça, c'est vraiment bien parce que si on est sur un truc un peu légal ou autre, on n'a pas envie qu'il aille chercher ses infos un peu n'importe où. Et comme ça, on est sûr qu'il nous donne quelque chose de super bien vérifié, quoi. Voilà pour cette partie-là. Je finis juste, après on va vraiment faire de la démo. Je voulais juste vous parler un petit peu de la partie limitation. J'ai 2-3 petits exemples sympas à vous montrer. Alors déjà, il y a une question que j'aime bien poser, c'est à votre avis, c'est quoi l'impact écologique de l'IA? Il y en a pas mal qui en parlent, qui disent ouais, ça consomme beaucoup d'eau, ça consomme beaucoup d'électricité, machin, c'est désastre écologique. Donc j'aime bien en parler parce que c'est bien des fois de remettre un petit peu les choses en place et dans leur contexte. Et à votre avis, si on prend la consommation de tous les data centers, on prend pas juste l'IA, on prend vraiment Netflix, YouTube, tout ce que vous voulez, tous les centres de données dans le monde entier. À votre avis, la consommation électrique de tout ça, ça représente combien de pourcentage de la consommation globale d'électricité? 5%. 15. 15. Moi, je voudrais taper dans les 50. Ok. Et en fait, c'est 2%. Donc on a tendance à beaucoup surestimer, parce qu'on va pas se mentir aussi, c'est beaucoup lié aussi aux médias, etc. C'est pas mal de taper sur ce qui est un peu à la mode et tout, donc c'est bien de dire ouais, l'IA, c'est un désastre. Alors, il y a un sujet écologique, hein, c'est pas open bar. L'IA, ça consomme plus que pas mal d'autres choses, hein, ça demande plus de ressources informatiques, mais les data centers, c'est pas ça qui consomme aujourd'hui beaucoup de consommation électrique. L'industrie, ça consomme beaucoup plus, le transport, ça consomme beaucoup plus. Enfin voilà, une Tesla, faire bouger une Tesla sur 10 km, ça consomme beaucoup plus d'électricité que faire des requêtes sur un ordinateur ou autre. En plus de ça, tout ce qui est data center, ils ont vraiment intérêt à avoir des choses qui sont très optimisées, qui vont consommer le moins d'électricité possible pour le plus de puissance de calcul possible, parce que plus il y a de consommation électrique, plus il faut refroidir, plus ça coûte cher, etc., etc. Donc eux aussi, ils ont vraiment un intérêt à faire des choses qui sont plus économiques possibles, et pas que sur la consommation, sur aussi la partie CO2, parce que de leur côté, ils sont tous en train de prendre des engagements pour être carbone neutral, etc., que ce soit Apple, Microsoft et tout, parce que c'est super bien vu par les actionnaires, ça permet de faire un message qui va bien, etc. Donc que ce soit Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Google, ils sont tous en train d'essayer de viser pour du 2030-2040 d'avoir un bilan carbone neutre. Et donc forcément pour ça, ils sont obligés d'utiliser des énergies renouvelables, de caler leur data center pas loin d'un barrage par exemple. Il y en a même qui sont en train de rouvrir, Microsoft ils ont fait un deal pour rouvrir une centrale nucléaire aux États-Unis, pour justement avoir de l'électricité qui est moins carbonée. Donc voilà, c'est quand même un sujet, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas tant que ça et qu'on entend des fois pas mal de bêtises, même sur l'histoire de la consommation d'eau. Là, on dit ouais, mais ChatGPT ça consomme plus d'eau que. Quand on regarde dans le détail, en fait, c'est la consommation d'eau de la production électrique et pas du data center. Un data center ça consomme pas beaucoup d'eau. Ça consomme de l'eau, mais pas grand-chose pour refroidir les différents serveurs, c'est pas énorme. Par contre, les centrales au charbon aux États-Unis, elles consomment beaucoup d'eau. Donc ça dépend où est-ce qu'on produit l'électricité, comment, etc. Et c'est là aussi où il peut y avoir des soucis de consommation. Par contre, il y a un vrai sujet sur l'augmentation de cette consommation, parce qu'on estime qu'elle pourrait doubler, voire tripler d'ici 2030. Donc on passerait de 2% à 4 à 6% en fonction. Hein. Donc il y a quand même un sujet là-dessus. Après, ça peut aussi être une façon d'économiser de l'énergie dans d'autres domaines. J'ai interviewé un gars par exemple qui a sa startup qui utilise une IA qui permet d'analyser comment un bâtiment consomme son énergie, et il arrive à faire économiser des fois 30% sur la facture électrique grâce à son IA, en optimisant le moment où le chauffage s'allume, s'éteint, le moment où les clims s'allument, elles s'éteignent, etc. avec justement une IA qui est capable de détecter des choses où quand on le fait avec un programme on pourrait pas le faire, quoi. Elle arrive à détecter justement, là on est un jour férié, donc même si t'es lundi, t'allumes pas le chauffage à 9h, ça sert à rien.
tu vas allumer que le mardi, enfin des choses comme ça, et ça permet de faire des bonnes économies. Donc il y a plein de domaines aussi qui vont pouvoir, je pense, progresser grâce à tout ça, hein. Et voilà, et faire des économies aussi grâce à toutes ces IA. Non, mais c'est un assaut là, de ceux qui sont 1%, là, c'est pas un truc Ouais. sous-estimé, sous-masqué. Non, j'ai revérifié et tout. Il y a pas mal de bonnes sources. T'as des organismes de consommation électrique mondiaux, je sais plus quoi, enfin machin. T'as des trucs, enfin. Mais après, si tu réfléchis vraiment, c'est assez logique, hein. Je sais pas, par exemple, une aciérie qui doit faire fondre du métal. Enfin, t'imagines le nombre de kilowatts et de machin et tout. C'est énorme, quoi. Même un radiateur. Un radiateur pour chauffer une pièce de 1000 watts. 1000 watts, 1 kilowattheure, c'est énorme. Tu prends un ordinateur, c'est 60 watts. Donc, enfin, il y a aussi une logique, quoi. C'est qu'il y a des choses qui consomment beaucoup plus, quoi. Donc avec l'IA, beaucoup de progrès, notamment sur la génération d'images. Je vous ai fait une petite démonstration, là, c'est les différentes versions de Midjourney. Vous voyez, au début, le chat, il ressemble pas à un chat, hein. Et quand on regarde dès la version, franchement, 5.1, ça commence à être dur de se rendre compte que c'est pas une vraie photo. Et quand on regarde la dernière version, je vous la montre, je vous dis, c'est une vraie photo, bah, on peut pas savoir. Et là à droite, je vous ai mis une autre photo, un petit exemple, des agents immobiliers qui font une petite visite dans un immeuble haussmannien. C'est également généré par une IA. Et oui, ça ressemble à une photo, quoi. C'est comme ça, très dur de savoir. Donc du coup, ah ouais, c'est super réaliste. On arrive en fait à une époque où, quand on regarde le contenu, on peut plus savoir s'il est vrai ou pas. Alors il y a une façon de vérifier, d'authentifier un contenu. C'est comme la signature électronique avec DocuSign. On peut se dire, là, on est sûr que ce contenu il n'a pas été modifié et que cette image, elle est vraiment comme ça. Par contre, l'inverse, c'est-à-dire vous montrer un document qui n'est pas signé, qui n'est pas authentifié, et vous dire, à votre avis, il est vrai ou pas, ça c'est mort. On peut déjà plus faire la différence. Il y en a pas mal qui disent, par exemple, pour les élèves qui utilisent IA pour faire leurs devoirs et tout, qui disent, ah ouais, mais j'ai un détecteur qui sait si c'est fait par IA. Non, c'est pas vrai. Si c'est bien fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors après, il y a des dynamiques, hein. Typiquement, ChatGPT, si on lui demande de faire des choses, il aime bien nous faire des bullet points, des tableaux ou des emojis partout. Enfin, il a un peu des mimiques. Mais si le prompt est bien amené, si on lui demande, par exemple, d'écrire une dissertation comme un élève de 15 ans, de rajouter des fautes d'orthographe, il pourra le faire, en fait. Et donc, à la fin, Limite, au risque d'en lire, moi je fais la photo avec mon iPhone. Quand la photo est prise, dedans il y a limite un traceur numérique. exactement. Ça fait que c'est peu dans un téléphone. Exactement, il y a justement un protocole là qui sont mis d'accord avec Adobe, Meta, etc. machin, et ils ont, je crois que ça s'appelle le C2PA, et c'est exactement ça. L'idée, c'est on prend la photo, ça rajoute un système de chiffrement à la photo, et si derrière tu la postes sur Instagram, on sait qu'elle a été prise avec ton téléphone, et même si tu as fait des modifications, un filtre ou je sais pas quoi machin, on se dit bah voilà, la photo elle a fait ça, il a rajouté le filtre Instagram machin, et il l'a publié, et donc on peut retracer les infos pour être sûr que c'est une vraie photo. Donc les influenceurs, ils vont être baisés parce que là, dans leur tête, il y a écrit une notice sur l'IA, pensant que c'est une IA. Donc là, il y aurait plus une notice sur le filtre, c'est plus lourd. Ouais, après il y a des façons de le masquer, parce que tu peux toujours effacer ces données-là, mais en fait le secret ce sera de se dire, il n'y a pas d'authentification, donc je dois forcément remettre en question si c'est vrai ou pas. Plus ça. Quand des gardiens qui disent ce truc, le but, c'est genre, tu vas modifier ce traceur. En fait, tu vas dégrader ta photo, c'est-à-dire que tu perds 2-3 pixels par-ci, par-là, il va y avoir des trous blancs, des trous morts, des trucs. Par là, ça pourrait me pousser comme ça, quoi. Pour quoi? Pour éviter Trafiquer la photo. Ah oui. Ouais. Bah après, ce que je dis, c'est-à-dire que ta photo, tu l'as faite avec ton téléphone, etc. Elle est tracée, tu la modifies, tu l'as modifiée avec une IA, à la fin, t'as changé la moitié de la photo avec une IA. Ça, dans le fichier, ce sera identifié et il y aura l'info. Mais le résultat que t'as, tu fais un screenshot, tu postes sur Instagram, on sait pas. On va juste dire cette photo, c'est un screenshot d'iPhone. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? On sait pas. Donc c'est pour ça qu'en fait, faut vraiment marcher par élimination, c'est-à-dire te dire, parce que c'est pas authentifié, je veux pas lui faire confiance. Par contre, si c'est authentifié, a priori, ça va. Donc c'est un peu comme quand tu te connectes sur un site avec le système SSH. Hein, donc quand tu as le petit cadenas, tu vas sur le site de ta banque et qu'il y a le petit cadenas, tu sais que c'est le vrai site de ta banque. Mais n'importe qui peut ouvrir un site, faire copier-coller, il ressemble au site de ta banque, c'est pas le vrai site. C'est un peu ça, hein, les attaques avec le phishing, etc. C'est vraiment ça. Et comme on l'a appris avec les mails et les faux sites, bah il faudra qu'on apprenne avec le contenu, quoi. Et on aura du contenu qui sera vrai, qui sera pas vrai. Et il faudra qu'on puisse authentifier. Il va être un peu de temps à le mettre en place, mais voilà, c'est un truc qu'ils vont vraiment devoir faire parce que sinon c'est impossible. Et après,
libre à eux de mettre en avant, par exemple, que le contenu qui est vérifié. Et de se dire, bah voilà, sur Instagram, on n'a pas trop envie de mettre en avant le contenu généré par IA, donc on va mettre en avant que du contenu qui a été vérifié, et on sait que c'est posté par des vrais humains. Mais peut-être qu'ils vont pas faire ça. Meta, ils sont en train de travailler sur des influenceurs IA, de même, en train de faire des systèmes où tu peux avoir une IA qui va te parler sur Messenger ou autre, des personnalités. Ils ont intégré des personnalités, alors ils le font surtout aux États-Unis. Sur Messenger aux États-Unis, on peut parler avec Snoop Dogg. C'est avec Snoop Dogg. Ouais, enfin, ou d'autres célébrités, quoi. Ils ont fait des IA qui sont des personnalités avec qui on peut discuter par message, hein, mais voilà. Donc après, l'étape d'après, c'est de le faire en vidéo, puis en audio, puis machin. Donc c'est vraiment vers là où on va, mais eux, leur but, c'est de nous vendre de la pub et d'avoir notre attention. Si l'attention, elle est meilleure avec des IA, bon, ils vont pas se casser la tête, hein. Donc Mais là, déjà, pour Insta, je pense qu'à mon avis, en termes du CA, je pense qu'à mon avis, Insta doit franchir les 50% de CA grâce à l'IA maintenant. Sous les contenus, là, mais c'est à fond. donc du coup, petit point quand même sur la partie deepfake. Je vous donne juste un autre exemple que je trouve assez intéressant. C'est une boîte à Hong Kong où le directeur financier, il s'est retrouvé dans un call, dans un Zoom call. Et dans ce Zoom call, il y avait 10 personnes du board, hein, c'était tous les membres du comité de direction. Sauf qu'il y en avait un qui était en fait la victime, et tous les autres c'était des scammers en fait avec une technologie de deepfake qui se faisaient passer pour les membres du comité de direction. C'est-à-dire qu'eux ils se connectaient au call, ils avaient une IA qui remplaçait leur visage avec le visage de la personne du comité de direction, une autre IA qui changeait leur voix, et donc ils parlaient, parce que c'est ça qui fait que c'est fort, c'est que du coup il y a quand même un vrai humain derrière, donc avec le bagot, ils faisaient leur truc, ah oui, là on fait l'acquisition de ce truc et tout, donc machin, faut que tu fasses le virement et tout, et ils se parlaient les uns les autres et tout, et ils l'ont poussé à faire le virement, et en fait c'était une arnaque, quoi. Et ils ont perdu 20 millions de dollars sur cette arnaque, quoi. Donc c'est un peu voilà le genre de choses qui peuvent arriver. C'est avec 15 secondes de votre voix, on peut imiter votre voix. Donc voilà, ça existe, c'est possible. Donc même un coup de fil. Voilà, avec un podcast, c'est même pas la peine, mais il y a même pas besoin d'autant de contenu. Donc si demain quelqu'un vous appelle avec la voix de Thibaut en vous disant vite envoie-moi 300 $, je me suis fait kidnapper. C'est ça, ouais. Non, mais en fait, il va falloir des façons d'identifier la personne. De dire. C'est pas l'astuce de Jacques qu'on a parlé hier soir. C'est ça, exactement. Non, mais c'est ça. Où est-ce que tu ranges tes chaussettes, tu vois. Enfin, c'est ça. Un proche qui vous appelle, on pose une question bête sur un truc que quelqu'un qui serait un arnaqueur extérieur à la personne, pourrait pas savoir. Ça permet de savoir si c'est. Puis de toute façon, dès qu'il y a du sentiment d'urgence, etc., c'est toujours un peu les mêmes ficelles qui sont utilisées pour faire de l'arnaque, quoi. Du coup, là, je vous montre juste. Ça, je l'ai généré avec Sora. C'est un modèle de génération de vidéos. Je lui ai dit de générer un appel Zoom. Et voilà ce qu'il a généré, quoi. Donc, et là, c'est encore pire. Il y a même pas de deepfake ou autre. Je lui ai juste dit, génère-moi un faux appel Zoom. Et vous voyez, enfin, le résultat, ça passe vachement bien. Alors ouais, il y en a deux. Il y en a deux qui se ressemblent. Et si vous regardez les prénoms et tout, ils sont pas fous. Mais c'est. Ah oui. Mais ça, je l'ai fait en imprompte vite fait. C'est dispo de tout le monde. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Je vais s'imaginer dans 1 an ou dans 2 ans, quoi. C'est ce qui s'amène dans le gros aussi, là. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, ça, on est là. Eh, ça date. Mais c'est quoi, plus ou moins, Ouais. Je vous fais juste une partie sur les biais parce que c'est quand même assez important. Encore une fois, l'IA, elle sait ce sur quoi elle a été entraînée. Si je demande à un modèle de génération de photos, enfin d'images, de générer une image d'une montre qui affiche 6h30, il me donne ça en fait. Des montres qui affichent 10h10. Pourquoi ? Parce que toutes les images de montres sur Google, vous pouvez chercher, c'est 10h10 parce que c'est des images publicitaires et qu'une montre, quand on la met en avant, on met toujours les aiguilles en 10h10 plus ou moins, quoi, pour que ce soit plus joli. Ouais, exactement. Et donc, du coup, ce n'est pas dans les données de l'IA. Et là, pareil, je lui ai demandé de générer une image avec 10 montres. Et elle m'en a fait, je sais pas combien. Il y a des modèles de génération d'images, ils ne savent pas compter. Si on lui dit... Le chiffre, le 3, on dirait plus un 9, le 6, il est complètement... Ouais, il y a des défauts sur tout ce qui est écriture, etc. C'est pareil, c'est des choses qui sont vraiment en train d'évoluer. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas dans 6 mois. Mais c'est juste pour vous montrer comment, en fait, un biais, il peut vraiment complètement changer la vision qu'une IA peut avoir. Dans la tête de cette IA de génération d'images,
toutes les montres, elles affichent 10h10 parce qu'elle n'a jamais vu une montre qui affichait autre chose en fait. Et donc forcément, elle a un gros biais là-dessus. Et ça, c'est compliqué parce que des biais, il y en a plein. Les données qu'on a disponibles sur Internet, elles sont pas représentatives du monde dans son ensemble. Et donc forcément, tout le temps, les IA auront des biais. Et sur du texte, ça va beaucoup moins se voir, mais il y a aussi des biais. Mais sur des images, ça se voit tout de suite, quoi. Et donc c'est ce qui fait que si je dis généralement une photo d'un humain, je donne pas plus de détails, bah, il y a une chance que ce soit un homme blanc, parce qu'il y a plus de données d'hommes blancs sur les photos qui ont été entraînées. Et donc après, eux, ils sont obligés de jouer avec les réglages de l'IA pour compenser justement tous ces biais, voire même des fois mal le faire. Plus traditionnel. Et des fois, c'est la compensation de biais, des fois, marche pas du tout. Google, ils se sont pris un gros backlash là-dessus parce qu'ils avaient fait justement une IA qui mettait systématiquement de la diversité, au point où si on lui demandait fais-moi une photo d'un nazi, bah il était noir, quoi. Donc ça marche pas. Donc on lui disait fais-moi une photo d'un viking, il était chinois. Ça marche pas. Donc parce que l'IA, elle avait été justement surentraînée à décompenser des biais. Mais c'est un vrai challenge, hein, et c'est pas forcément la priorité qu'ils ont aujourd'hui, parce que là leur but c'est de faire de la part de marché et puis de faire des IA qui sont de plus en plus puissantes. Mais ça à garder en tête parce que si on garde ces biais et qu'on les prend pas en compte et qu'on n'a pas un œil critique sur les réponses que l'IA nous fait, bah on va avoir tendance un peu à tous répondre à la même chose dans certains sujets. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose à garder en tête sur les limites. Là, c'est un autre exemple. Je lui ai demandé de générer une photo de quelqu'un qui écrit avec la main gauche et tout le monde écrit avec la main droite. Donc, c'est parce que il n'y a pas assez d'exemples de photos sur Internet de personnes qui sont gauchères. Donc elles sont sous-représentées. Donc quand on lui demande de faire quelqu'un qui écrit, bah c'est la main droite. Donc ouais, c'est ça, c'est de la statistique par rapport aux données qui ont été utilisées pour l'entraînement. Bon là c'est plus la partie loi européenne, mais bon, on va pas trop aller dessus. On va directement aller sur la démo. Donc moi je vais vous montrer un premier truc. C'est le mode Deep Research. Donc par exemple, si je vais sur ChatGPT, ils ont sorti une super fonctionnalité qui s'appelle la recherche approfondie, qui permet à l'IA de nous faire vraiment un rapport complet sur un sujet. Elle va pas nous faire une petite recherche vite fait, nous répondre un truc, elle va vraiment poncer tous les sites internet pour nous faire une recherche complète. Donc là, par exemple, je lance la recherche approfondie et je lui dis je suis investisseur immobilier, j'ai besoin que tu m'aides à trouver la ville idéale pour mon premier investissement qui s'élève à 150 000 euros. Il faut que tu trouves une ville avec une très bonne rentabilité locative. On va voir déjà si la transcription a marché. Non, elle a pas marché. Il marche pas mon micro? Attends, pourquoi mon micro marche pas? Ah ouais. Je suis investisseur immobilier. Non, ça bouge pas, ouais. Attends, on va le faire là. Tac. Hop. Ouais, c'est celui du téléphone. Voilà. Je suis investisseur immobilier. J'ai besoin que tu m'aides à trouver la ville idéale pour faire mon premier investissement de 150 000 euros. Il faut que tu trouves une ville avec une très bonne rentabilité locative. Donc là, hop là. Vas-y quoi, j'ai l'air moins mon cousin. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, vu que justement, c'est ce que je vous disais, les IA maintenant, elles sont un peu plus intelligentes. Donc là, avant de lancer une recherche qui va être super longue, il va me poser des questions. Et ça, c'est une très bonne pratique hein, quand vous travaillez avec l'IA. C'est toujours de lui dire, pose-moi des questions pour faire des allers-retours, pour justement lui donner plus de contexte. Parce que plus vous allez lui donner une entrée de qualité, plus ce qu'il va vous répondre, ça va être qualitatif. Donc là, on va lui répondre du coup. Je préfère faire un investissement en France. Je suis intéressé plutôt par de la location longue durée ou de la colocation, pas de location courte durée. Je cherche un bien qui peut être à rénover ou neuf, peu importe, mais le but c'est d'avoir quelque chose qui est rentable. Et je n'ai pas de critères de préférence sur les régions, les villes ou autres. Hein. L'idée c'est vraiment de se concentrer sur plutôt la partie rentabilité. Donc si tu trouves une ville avec une bonne croissance démographique et des loyers qui sont déjà élevés, ça peut être très bien. Mais voilà, il faut regarder le prix d'achat par rapport au prix des loyers. Ok. Mais 20 euros sont mieux. Moi aussi. Bah, c'est la comparaison démographique, ça va voir. Hein. C'est des carrés, non des carrés. Donc, Est-ce que tu as utilisé le O3? Est-ce que ça change? alors ouais, juste pour vous refaire une petite présentation, là ce qui est important, c'est que j'ai mis recherche approfondie. En bas là, il y avait l'onglet recherche approfondie. Ouais, si je vous refais un petit récap là, sur l'interface de ChatGPT payante, important, je vous montrerai après en gratuit.
C'est ça, ouais. Vous avez le choix. En fait, vous avez... Oui, bah oui. Vous avez plusieurs choix de modèles. Alors, il faut savoir que OpenAI, ils sont nuls en nommage de modèles. C'est un scandale. Ils savent pas appeler leur modèle. C'est n'importe quoi. On s'y repère plus du tout. Donc, ça va très vite de se confondre. Mais voilà, pour l'instant, le modèle de base, il l'appelle GPT-4O. Le O à la fin, c'est pour Omni. C'est pour vous dire que c'est un modèle qui est omnimodal. Ça veut dire qu'il gère les images, les PDF, les fichiers, etc. C'est juste pour ça qu'ils ont mis le O à la fin. Ils ont un modèle qui s'appelle 4.5. J'en parle pas plus que ça. C'est un modèle qui est un peu mieux que le 4, mais bref. Pour l'instant, c'est encore un peu du test, donc c'est pas très intéressant. Et ensuite, ils ont sorti des modèles qu'ils ont appelés les modèles de recherche approfondie, enfin, un modèle, on va dire, intelligent, qui, eux, commencent par la lettre O. Ces modèles-là, eux, avant de vous répondre, ils vont réfléchir. Ils vont prendre plusieurs secondes, voire plusieurs minutes pour vous répondre. Et donc, le principal, il s'appelle O3. Et donc, ce modèle-là, il va pas vous répondre tout de suite, il va réfléchir avant de vous répondre. Aujourd'hui, c'est le meilleur dans ce domaine-là. Si vous voulez un modèle qui va réfléchir, vous avez des mêmes problèmes, vous voulez une bonne réponse, vous prenez O3. Par contre, il va mettre un peu de temps à vous répondre. Une ou 2 minutes, ça dépend. Le modèle O4 mini, c'est le futur remplaçant du modèle O3. Mais, ce qui est très bizarre, c'est qu'ils sortent les modèles à l'avance, mais il est moins puissant pour l'instant que le modèle O3. Pourquoi? Parce que c'est pas le modèle complet. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on entraîne un modèle, et c'est hyper arbitraire. En fait, eux, ils entraînent leur modèle, ils tournent sur les serveurs, puis à un moment donné, ils disent, bon, là, on va arrêter maintenant. On va dire qu'il s'appelle O3 celui. Et ils le rendent plus ou moins disponible. Mais là, ils ont arrêté le modèle O4 à un moment donné. Ils se sont dit, bon, là, on va s'arrêter là. On va en faire une version compressée, réduite, plus petite, parce que ça consomme trop de données si on leur donne direct le modèle O4 complet. On va continuer, nous, à entraîner notre modèle O4 jusqu'à qu'il soit prêt. Et on leur donne, du coup, la version mini, qui est une version, du coup, beaucoup plus rapide, et qui va encore faire de la réflexion, mais de façon plus rapide. Donc, en gros, pour résumer, GPT-4O, le modèle de base, O3, le modèle utilisé quand vous voulez une réponse intelligente, O4 mini, O4 mini AI, c'est des réponses intelligentes un peu plus rapides, mais si vous voulez pas vous casser la tête et être sûr de, jamais vous tromper, vous utilisez que le 4O et le O3, en vous disant O3, il va réfléchir, il vous fait une réponse intelligente, et le 4O, c'est le truc un peu à tout faire. Ils n'arrivent pas à rester sur une seule et même... Leur objectif, c'est ça. Leur objectif, c'est que pour GPT-5, on n'est plus 50 000 modèles, on met GPT-5, on lui demande « Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui à Alicante ?» Il nous répond une réponse directe, simple, parce que c'est une question très facile. On lui dit « Explique-moi la loi finance 2025 », il nous fait 10 pages, il nous fait un truc super compliqué. C'est ça le but à terme, c'est d'avoir un seul endroit où on pose notre question et où automatiquement il va justement nous faire des réponses plus ou moins précises et pertinentes en fonction de notre question. Mais voilà, ils ne sont pas encore pour l'instant. Et pourquoi utiliser GPT-4O si tu as la recherche, pourquoi utiliser Si O3 est plus intelligent, recherche approfondie sur le 4, tu vois ça? en fait, pourquoi utiliser 4O quand tu veux une réponse rapide? Alors, il y a aussi la recherche approfondie sur le 4. Non, alors la recherche approfondie, c'est encore autre chose. Peu importe le modèle que tu choisis là, quand tu actives la recherche approfondie, ce qui tourne derrière, c'est O3, mais d'une certaine façon. Non, mais ouais, c'est très mal expliqué. Mais en fait, quand tu mets le mode recherche approfondie, peu importe le modèle que tu as choisi là, derrière, c'est O3 qui tourne. Il n'y a pas de... C'est forcément O3. Mais c'est pas clair, hein, mais... Oui, mais alors c'est pareil, ouais. Rechercher, c'est pour le forcer à rechercher. De base, tu lui dis qui a gagné le match de foot hier, il va chercher sur Internet parce qu'il n'a pas la réponse. Mais si tu lui poses une question plus ambiguë, ou il pourrait peut-être chercher sur Internet, mais peut-être pas, mais machin, je sais pas, si tu lui dis comment se comporte le marché immobilier en 2023 en France, ça pourrait être dans ses données d'entraînement, il pourrait te répondre sans Internet. Mais là, tu vois, tu lui dis recherche, je veux que tu ailles chercher l'information sur Internet. Ce que recherche approfondie fait aussi, il va aussi rechercher sur Internet. Exactement, mais pas de la même façon. Recherche approfondie. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que t'as le modèle le grand modèle de langage, par exemple GPT-4, de base, en fait, c'est juste une façon de créer la suite d'un texte. De base, le modèle, il est pur, entre guillemets, il sait juste faire de l'autocomplete. Derrière, les développeurs, eux, ils vont lui donner des instructions, ils vont faire des instructions auxquelles on n'a pas accès, ils vont faire un système prompt en lui disant, tu t'appelles ChatGPT, tu es censé aider l'utilisateur, s'il te pose une question et que tu sais pas répondre, cherche sur Internet, s'il te demande de compter, utilise un script Python pour faire une calculatrice et compter le nombre de chiffres, s'il te demande de faire une recherche sur tel truc, tu lui fais... Ils vont lui donner plein d'instructions. S'il te demande de comment faire quelque chose de dangereux, tu lui réponds pas. S'il te demande un avis médical, tu lui dis attention, allez consulter votre médecin. Ils vont lui donner plein d'instructions. C'est ce qui fait aussi qu'il y a une ligne éditoriale derrière l'IA. Quand tu demandes à ChatGPT comment faire une bombe, il te répond pas.
Tu demandes la même chose à Grok, il te répond. Parce que eux, ils ont fait un système prompt différent, ils ont dit non, nos limites, on lui laisse dire ce qu'il veut, quoi. Si tu lui demandes une question sur du médical, ChatGPT, ils vont toujours te dire attention, machin, consultez le médecin. Grok, pareil, ils s'en fichent. Tu vois. Ils ont mis moins de limitations, moins de warning, quoi, entre guillemets, d'avertissement sur l'IA. Donc ça, c'est vraiment des choses qui font. Et de la même façon, Deep Research, en fait, c'est juste une façon de changer le système prompt et de lui dire non, là, tu vas aller chercher sur 200 sites. Je veux que tu ailles faire une recherche vraiment hyper précise et je veux que tu me passes un rapport de 20 pages. Et ça, c'est des instructions que, c'est pareil, les développeurs ont donné et ça nous permet juste, nous, de faire quelque chose que l'IA ne ferait pas de base. ChatGPT, si tu lui demandes, fais-moi un rapport de 20 pages, il te les fera pas. Sa sortie, elle est limitée, en fait. Plus ton besoin est compliqué, plus tu vas demander à la recherche approfondie si tu veux ça. Voilà, exactement. La recherche approfondie, c'est quand tu veux une réponse de 20 pages. Si tu veux une réponse courte, tu n'utilises pas la recherche approfondie. Ça va te faire un truc, parce qu'elle prend vraiment du temps. Ouais, là, on va le laisser continuer à chercher, mais, où est-ce qu'il en est? Voilà, et là, tu vois, il est en train de chercher ses petites sources, etc. On va le laisser continuer et je vous montrerai le détail tout à l'heure. Mais voilà, ça prend vraiment, ça prend beaucoup de temps, quoi. Mais effectivement, à terme, l'idée, c'est d'avoir une IA qui est capable de comprendre tout ça. De lui dire, je veux 20 pages, elle te fait 20 pages. Mais aujourd'hui, elle a des limites, quoi. Exactement, elle va pas pouvoir le faire. Donc, ouais. Il y a quelques demandes sur quoi pour faire un rendre compte, il faut dire là quand tu es expert en masse. Ouais, c'est ça, du coup, aujourd'hui. En fait, ce qui est important pour avoir un bon prompt, c'est de donner le bon contexte à l'IA. Quand tu dis à l'IA, tu es expert en immobilier, ça lui donne du contexte, en fait. Parce que si tu lui dis qu'elle est experte, elle va pas te faire une réponse de débutant. Tu lui as déjà donné du contexte, tu lui as incité que tu veux une réponse d'expert, en fait. Donc le vocabulaire va pas être le même et la réponse va pas être de la même qualité. Mais c'est une autre façon de lui donner du contexte. Si tu lui dis que toi, tu es un expert en immobilier et que tu veux répondre sur tel sujet, de la même manière, elle va te faire une réponse plus qualitative. Donc c'est vrai que c'est des choses qui étaient pas mal conseillées au début parce que c'était important de lui donner beaucoup plus de contexte. Mais voilà, maintenant, ça marche toujours, mais c'est pas forcément... Tu vois, si tu fais une recherche approfondie, de toute façon, tu vas avoir une réponse qui va être d'un niveau expert. Parce que eux, dans leur système prompt, ils ont demandé à l'IA de le faire un rapport détaillé, en mode PhD, un truc super compliqué. Donc il ne saura pas de faire un truc simple. Donc ça, c'est vraiment un truc... mais effectivement, ça fait partie des techniques qui sont assez bien pour... Ça sera le même métier. Alors non, justement, si jamais on va sur la version gratuite... Attends, mince. À plein... Attends, tac, voilà. On va aller sur la version gratuite. Sur la version gratuite, j'ai pas accès à tout ce à quoi j'ai accès avec la version payante. En haut à gauche, je peux pas choisir mon modèle. J'ai juste ChatGPT, je sais pas c'est lequel. Ça peut être du 4O, 4O mini, machin, j'en sais rien. Et là, j'ai quelques outils en bas. Hein. Je peux lui dire, je veux que tu fasses une recherche. Et donc là, il va faire une recherche. Je peux lui dire, je veux que tu fasses quelque chose d'intelligent, entre guillemets. Donc que tu fasses une recherche plus élaborée. Et là, en fait, ça va pas être le modèle 4O, ça va être sûrement O4 ou O3. En vrai, c'est O4 mini, sûrement qui tombe parce qu'il leur coûte moins cher. Et tu peux aussi lui dire de faire une recherche approfondie, sachant que t'es limité. Donc voilà, ils ont mis 5 recherches disponibles maintenant par mois sur les comptes gratuits. Donc ce qui peut être cool quand même. Et tu peux aussi lui dire de créer une image. Comme ça, t'es sûr qu'il va te créer une image et pas juste te répondre voilà une. Ouais, c'est ça. Avant, il fallait lui dire de créer une image. Maintenant, tu peux lui dire directement créer une image, comme ça, t'es sûr qu'il te fait une image. Donc après, pour la création d'images, si vous avez un compte payant, moi, c'est ce que je t'ai montré hier. Voilà, tu vas directement sur le site Sora, et ça, c'est le site de création d'images où tu peux du coup générer tout ce que tu veux. Et donc là, si on regarde un peu ce qu'on a fait, c'est exactement ça. C'est lié à ton compte ChatGPT. Donc là, par exemple, on avait pris une image d'un harnais. Où est-ce qu'il est le prompt d'origine? Voilà, je lui avais donné des images du harnais et je lui ai dit de faire une photo d'un chien qui porte le harnais. Donc ça te permet de créer une photo de produit alors que t'as pas de chien sous la main, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Et on a fait pareil avec voilà une image d'une modèle. On a pris l'image de la modèle ici. On a pris l'image du collier qui est ici. Voilà, et on l'a dit, fais-moi une publicité pour un bijou, quoi. Et donc Je monte ça. ouais, ça c'est récent, ça. Budget 10 € contre... Ouais.
Donc voilà, et maintenant effectivement, on peut lui faire générer du texte. Moi je m'en sers, je fais mes miniatures YouTube avec, par exemple. Voilà, c'est mes miniatures YouTube, donc on peut faire des trucs super cool avec, hein. Le faire écrire, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui n'étaient pas possibles il y a encore 3 mois, quoi. Il y a 3 mois, tu lui demandais d'écrire du texte, c'était nul. Sinon, il y a l'Aldo, C'est OpenAI, voilà, c'est OpenAI qui fait Sora et c'est leur modèle de génération d'images et de vidéos. Non, il n'y a pas d'appli encore, ouais. C'est un peu chiant, ouais. L'un de thématique aussi. Et le C'est-à-dire thématique va. d'autres domaines. Ah oui. Alors, OpenAI, eux, sur les modèles qu'ils ont, ils ont soit les modèles de texte, donc que je t'ai montré là, comme O3, O4, etc. Ils ont la génération d'images et ils ont aussi un modèle qui est assez sympa. Je vous fais la petite démo. Vous allez me dire en plus ce que vous en pensez. Plein. Mince. Quel est le truc? Salut ChatGPT, je suis en train de faire une petite démonstration de tes capacités incroyables et pour cela j'ai besoin que tu me racontes une recette de cuisine mais avec un très très fort accent alsacien. C'est important que tu aies un très fort accent alsacien. N'hésite pas à utiliser aussi des expressions locales d'Alsace quand tu nous fais ta réponse. Je te laisse parler. Sorry, but I'm having trouble responding right now. Please wait a bit and try again. C'est mon micro qui marche pas. Attends, on va essayer. C'est marqué. Ouais, ça l'a même marqué. Salut ChatGPT, j'ai besoin que tu me fasses que tu me donnes une recette de cuisine, mais que tu me donnes cette recette de cuisine avec un très très fort accent alsacien. Et n'hésite pas à utiliser des expressions locales quand tu me donnes cette recette. Oh, salut! Alors, pour une bonne recette alsacienne, on va préparer une flammekuche, d'accord? On commence par faire une pâte bien fine, comme un paquet à musique. Ensuite, on étale une bonne couche de crème fraîche, bien épaisse, avec des oignons émincés et des lardons. On met tout ça dans le four bien chaud jusqu'à ce que les bords soient bien croustillants. Et hop, un petit coup de schnapps pour accompagner et c'est parfait. Donc là, c'est voilà. Alors alsacien, je le trouve pas super convaincant, mais si on s'en refait un, ouais, grand public français. c'est ça, ouais. Salut ChatGPT, j'ai besoin que tu me racontes une recette de cuisine, ce que tu veux, et par contre cette recette de cuisine, tu dois me la raconter avec un très très fort accent marseillais. C'est très important que tu aies un très fort accent marseillais quand tu me racontes cette recette de cuisine. Généralement, il marche mieux l'accent marseillais. Peu cher, écoute bien, on va te faire une bonne bouillabaisse comme on l'a fait en Marseille. D'abord, tu prends des poissons bien faits, genre du rouget, de la pascasse et tout ce qui vient de la Méditerranée. Tu les fais revenir avec de l'ail, des oignons, des tomates et un peu de fenouil. Après, tu couvres le tout d'eau et tu laisses mijoter avec du safran que ça donne une belle couleur jaune. Ensuite, Donc voilà, ça c'est les modèles du coup de voix avancée. Donc ça, ChatGPT, il sait très bien le faire. Ça vous donne un peu un exemple, ça vous donne aussi une idée de où est-ce que ça pourrait être implémenté plus tard. Par exemple, tout ce qui est centre d'appel, etc. À terme, en fait, on va mettre une IA, quoi. Ça va être. J'ai pas testé, ouais. Après, ça va dépendre beaucoup du dataset. Est-ce que dans les données que OpenAI ont utilisées pour l'entraînement, est-ce qu'ils avaient ces données-là? Typiquement, ce qui marche bien, c'est l'accent québécois. Parce que dans les données de beaucoup... Non, mais en fait, il y a beaucoup de données... Non, c'est en fait Radio-Canada. Ils ont une base de données qui, je sais pas si elle est dispo gratuitement, ou en tout cas pas cher, mais ils s'en servent tous, où ils ont fait des transcriptions de quasiment toutes leurs émissions, depuis des années en fait. Donc du coup, on a l'audio et la transcription. Et ça, en fait, c'est une mine d'or pour les développeurs d'IA. Donc ils s'en sont énormément servis. Et c'est ce qui fait que généralement les IA en accent québécois, elles sont très bonnes, quoi, parce qu'elles ont beaucoup de données sur le sujet. Mais typiquement, en accent créole, il faudrait qu'il y ait des données pour qu'elles puissent bien le faire. Ils sont pas bloqués par des d'ethnie et de langue et tout. Enfin, ils sont pas conscients en fait. Ils sont pas bloqués par. Tu veux dire C'est par rapport au LGBT et tout ça. sur La diversité, ils sont pas bloqués par ça en fait. qui tu veux dire les développeurs ou l'IA?
Ah bah après, comme je te dis, t'as une ligne éditoriale. Si ChatGPT, tu l'as dit, de pas faire des réponses qui peuvent être nuisibles, néfastes ou je sais pas quoi, il va pas te répondre. Si tu lui dis, tu fais pas de réponse agressive, insultante, raciste, machin, ça dépend de ce que tu as mis dans ton système prompt. Donc, mais sauf que le système prompt, nous, on n'y a pas accès. Donc, on sait pas ce que l'IA, on lui a dit de faire ou pas faire en fait. Donc, ça dépend exactement, ça dépend de l'IA. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que toi, quand tu es développeur, tu peux avoir accès au modèle brut. Et donc, du coup, tu peux lui dire de faire des trucs qu'il n'est pas censé faire, quoi. Enfin, plus ou moins, il y a une certaine limite, mais en gros, tu peux prendre une IA et te dire, bah moi, mon système prompt, je te dis, t'as le droit d'insulter les gens, t'as le droit de dire ce que tu veux, t'as le droit d'expliquer comment faire des bombes, machin, et l'IA, elle va pouvoir le faire. Ça dépend après de comment tu la règles, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on règle ou pas, hein. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, bah, t'as pas de contrôle sur ça, quoi. Mais c'est pour ça que c'est bien de le garder en tête et de rester toujours un peu critique, parce que typiquement, là, le nouveau modèle Otra, il est super puissant, mais il a une façon de répondre. Il aime bien faire des tableaux, par exemple. Il aime bien faire des bullet points. Tu vois, il va y avoir des choses. Tu fais la même question à Gemini, tu vas avoir une réponse différente. Donc, ça va toujours un peu dépendre de comment ça a été développé, du système prompt que tu as derrière, quoi. Du coup, là, il nous a fait une petite réponse, là. Donc, vous voyez, hein, la réponse, elle est pas du tout petite, hein. Il nous a fait meilleure ville française pour un investisseur locatif. Saint-Étienne, Niort, Nancy, Brest aussi, tu vois. Donc voilà. C'est trop cher chez vous. Qu'est-ce qu'il nous dit sur Mulhouse? Rentabilité la plus élevée en France avec 110 000 habitants, c'est ancienne Manchester français. Ah ouais, je savais pas qu'ils appelaient ça. Parce que il y avait des d'industrie, ouais. Nous, on le sait tout ça. Oui, les TGV. Donc, ce qui est intéressant là, typiquement, donc voilà, il nous a fait une super recherche, il nous a pris des sources, etc. Ça, moi, je peux le copier. Alors déjà, il y a quand même deux trucs à savoir. Hein. C'est que le Deep Research, il a accès à Internet, mais il n'a pas accès à tous les sites Internet. Par exemple, il n'a pas accès à Le Bon Coin. Donc là, il peut pas aller vous chercher une annonce et dire ah bah tiens, j'ai regardé les prix sur Le Bon Coin, etc. Parce qu'il y a des sites auxquels il n'aura pas accès. Donc là, c'est bien de voir aussi sur quel site il s'est basé. Et il a beaucoup utilisé des articles de Se Loger. Donc c'est bien, mais en même temps, c'est entre guillemets qu'une source, quoi. Donc là, on a utilisé d'autres. Là, je crois qu'en haut, on a le résumé des sources. Donc il y a 15 sources. Il y a beaucoup d'articles de Se Loger. Et après, c'est quoi? Log Service, Weaker, je connais pas. Maceo, Log Service, Oris.io. Enfin voilà. Donc c'est intéressant de regarder parce que si les gens de Se Loger, quand ils écrivent leur article, c'est pas bien sourcé, c'est fait un peu mal, bah les infos qu'on a, elles sont pas pertinentes. Donc c'est un peu intéressant aussi de regarder où est-ce qu'il a été récupéré ces infos, quoi. Mais en tout cas, ce qui est pas mal, parce que ça, je vous le montre, parce que ça vous servira peut-être dans d'autres domaines, hein, mais une fois qu'on a une grosse quantité d'informations comme ça qui est sympa, moi j'aime bien passer par cette application justement pour créer mes slides. C'est ce que j'ai utilisé pour vous faire les slides aujourd'hui, où je lui donne les informations que ChatGPT m'a fait avec son Deep Research, et je lui dis fais-moi maintenant un petit slide qui parle de tout ça. Donc là, je vais lui dire de faire une présentation en mode slide. Hein. Vous pouvez aussi faire des sites internet. Enfin, on peut faire des trucs assez ouf. On va lui dire de faire 15 slides. On va pas faire un truc trop long. On va lui dire de faire un texte qui est plutôt moyen, pas trop détaillé. Voilà, de condenser les infos. Résultat en français et de nous générer des images avec l'IA. Hop là, on lui dit de générer tout ça. Je le fais avec le thème que je veux. Donc moi, j'ai fait mon petit thème. Je prends le thème du podcast. Voilà. Tu vas faire les PowerPoint que vous avez à l'école en une semaine. Là, tu vas faire deux. Et là, je lui dis de générer. Et là, c'est lui qui fait le taf. Hop là. Gamma.app. Et voilà. Et ça, c'est pas mal parce que ça vous permet de présenter une même info de façon différente, en fait. Non, c'est Gamma. Gamma, ça s'appelle. Ouais, sur celui-ci, j'ai un abonnement premium. Ouais, en compte gratuit, vous pouvez faire 3 fois 8 slides, je crois, un truc comme ça. À pas couper. Non, ça c'est avec gamma.app. Gamma.app. Ouais. Ça c'est que pour faire des slides. Donc on va le laisser finir de générer, mais ça voilà, typiquement, vous voulez monter un dossier bancaire ou quoi, c'est ça, ouais. Ça peut vous faire vraiment un bon départ. Et après, vous pouvez modifier, hein. Chaque slide, vous pouvez le retélécharger en PowerPoint, en Google Slides, vous pouvez le remodifier pour avoir un truc un peu à votre goût, quoi.
Et là, quand t'as l'abonnement, c'est illimité ou c'est retard? Ouais, franchement, j'arrive pas à la ligne. Je pense que t'as de la marge, tu vois. Donc là, du coup, il nous a fait notre super présentation. Voilà. Les photos sont générées par IA, évidemment. Donc, critères de sélection, voilà, le type de bien, comparaison des vies. Il nous a fait un super beau tableau. Donc, après, le tableau, là, il a été généré par IA, donc il est un peu chelou. Parce qu'il y a Marseille, alors qu'il n'y avait pas Marseille dans les infos. Mulhouse, voilà. Ça ressemble à ça, Mulhouse, du coup. Opportunité et risque, voilà. Saint-Étienne, voilà, il nous a fait, voilà, il nous a inventé une ville de Saint-Étienne. C'est incroyable. C'est ça, ouais. Voilà, analyse détalée, Niort. Enfin, voilà, ça vous fait un truc. Et après, voilà, vous le modifiez. Là, je l'ai fait en 2 secondes. C'est ça l'intérêt, quoi. Donc voilà. Et le dernier outil que je voulais vous montrer, celui-là, il est vraiment intéressant parce qu'il est disponible gratuitement. C'est l'outil de Google qui vous permet d'accéder à Gemini. Donc, c'est astudio.google.com. Et ça, à la base, c'est fait pour les développeurs. C'est fait pour qu'ils puissent tester les modèles de Google et voir lequel est bien, pas bien, etc. Sauf qu'il est à disposition de tout le monde. Vous avez juste besoin d'un compte Gmail. Et en fait, quand vous arrivez sur l'interface, ça ressemble à ChatGPT. Sur la gauche, là, sur la droite, pardon, vous pouvez choisir quel modèle vous utilisez. Donc, moi, je vous recommande d'utiliser celui qui s'appelle Gemini 2.5 Pro parce que c'est le meilleur qu'ils ont aujourd'hui. Et là, en fait, vous allez pouvoir voir exactement quelle taille de mémoire l'IA est en train de prendre. Donc, par exemple, si je lui redonne l'article ici et je lui dis fais-moi un résumé et vérifie les infos sur Internet. Ouais, moi plein. Beaucoup, hein, il est super. C'est à peu près le meilleur outil de bon. Je vais, voilà, là vous allez voir que tout de suite, le fait que j'ai rajouté une réponse ici, il va mettre à jour le nombre de tokens. Donc les tokens, c'est la mémoire de l'IA. Un token, c'est pas vraiment ça, mais c'est plus ou moins un mot. En gros, c'est un peu moins, mais ce qu'il faut s'imaginer, c'est que 1 million de tokens, ça va être à peu près 600 000, 700 000 mots. Donc 700 000 mots, ça fait 10 bouquins de 300 pages. Hein, donc c'est costaud. Hein, c'est pas, ça fait une mémoire très élevée. C'est là l'une des forces de Google, hein, c'est qu'ils ont une très très grosse mémoire. Donc si vous leur donnez des gros documents, beaucoup d'infos, etc., un PLU par exemple, des trucs de 300 pages, etc., il va être capable de les garder en mémoire avec des petites contraintes quand même. Hein. Typiquement, si c'est un PLU avec des schémas, des images, les images, il va pas savoir les interpréter. Hein. Donc il va juste interpréter le document PDF en texte brut. Pour l'instant, c'est pareil, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Et ici, vous allez pouvoir activer ou désactiver certaines fonctionnalités. La seule qui va vous intéresser, c'est celle qui s'appelle grounding. Anti-boot. Attends, ça me dérange pas. Et là, je suis dingue, celui-là. Et ben, du coup, donc celui-ci, tu le conseilles plus pourquoi là? En fait, si vous voulez pas payer ChatGPT et vous voulez utiliser IA, utilisez celui-là. Voilà. Ah oui, même moi je m'en sers. Ouais. Même moi j'ai ChatGPT payant et je m'en sers aussi. Donc. C'est quand même celui qui accepte le plus de tokens. Ouais, exactement. Celui qui accepte le plus de tokens et surtout, au texte. Je trouve qu'il y a un meilleur contrôle surtout parce que typiquement là, je peux activer ou pas le fait qu'il va chercher sur Internet. Donc là, je vais l'activer et ça, je peux pas faire la même chose sur ChatGPT parce que typiquement, je peux pas utiliser par exemple O3 et lui dire tu fais ta recherche d'une certaine façon. On a moins de contrôle en fait. Là, on a un meilleur contrôle et donc ça c'est intéressant et surtout voilà à quel point il invente les choses ou pas. Donc ça c'est la température et aussi sa force c'est la sortie. Lui, il est capable de générer 65 000 tokens en sortie. Donc environ 40 000 mots, on va dire à peu près. Ça, ChatGPT, il sait pas faire. ChatGPT, il va faire 5 000, 6 000 mots. Si vous lui demandez, écris-moi un livre de 300 pages, ChatGPT ne fera pas un livre de 300 pages. Il va vous faire peut-être un. Il va vous faire le plan ou autre. La température, c'est à quel point le modèle va halluciner ou pas, entre guillemets, quoi. Tout dépend. Si tu veux lui faire des poèmes, ou de la poésie, ou des blagues, tu peux mettre une température, tu vois. Ça dépend des fois, t'as envie qu'il soit créatif, en fait. Mais des fois, t'as pas envie. Et donc là, typiquement, j'ai pas envie. Je lui ai dit de revérifier les sources de ce que nous avait fait ChatGPT. Et je lui ai redonné, je lui ai demandé de refaire un résumé du résultat de la Deep Research. De le quoi? La température. Ah, 1, c'est pas du tout enfin, ça dépend des interfaces, mais en gros, 1, c'est pas inventif, et quand tu baisses, c'est plus inventif, mais ça dépend de comment ils le règlent. Chaque plateforme le fait différemment. Après, honnêtement,
je vous déconseille de trop jouer avec. L'idée, c'est de le laisser par défaut et plutôt de vous entraîner à voir un peu ce que vous pouvez réussir à faire avec les réponses de l'IA. Et donc voilà, là, il nous a fait un bon petit résumé. Donc il nous dit Mulhouse, machin, etc. Et il est en train de vérifier aussi les informations, parce que je lui dis d'aller vérifier les informations. Donc il va aller nous vérifier un petit peu tout ça sur Internet avec ses sources à lui, pour voir aussi s'il n'y a pas des incohérences avec ce qu'il nous a raconté, quoi. Donc là, et là, l'intérêt, voilà, c'est qu'il nous a trouvé beaucoup plus de sources. Voilà. Le Figaro.fr, machin, tu vois. C'est Google derrière, ouais. Ils ont quasiment tout Internet, plus tout YouTube. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, à chaque phrase, il nous dit, voilà, 1300 à 1350 euros de loyer, il y a 4 sources. La première, c'est, hop là, celle-ci. Donc après, on peut aller vérifier les sources. Voilà, c'est un article de Se Loger. La deuxième, c'est, on est obligé de cliquer dessus, et à un moment donné, en surveillance, ça pouvait marcher. C'est aussi un article de Se Loger. Enfin voilà, quoi, il va nous donner vraiment des références sur chaque truc, donc on peut vérifier aussi ce qu'il nous a raconté. Et s'il n'est pas parti sur un truc qui a rien à voir, quoi. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Oui, mais j'ai une question pour là-dessus. Est-ce que du tout, on laisse tomber nos aides Gemini classiques, on est directement sur le dialogue? Ouais, alors c'est fou, mais c'est hyper frustrant, moi je trouve. Hein. Mais aujourd'hui, le Gemini classique, même si tu payes, est moins bon que la version gratuite sur iStudio. Parce que là, t'as beaucoup plus de contrôle. T'as pas l'appli par contre, ouais. Sauf si tu veux faire des images. Ouais. Mais même les images, tu vas sur le modèle de génération d'images qui est Gemini 2 Flash. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Attends, le Image Generation, ils l'ont encore changé. Preview. Et là, tu as avec ChatGPT, en ce moment, c'est celui qui fait les meilleures photos. Ah oui. Ouais, c'est un peu le meilleur, ouais. Une semaine à l'autre. Est-ce qu'ils ont rajouté les images sur Gemini Flash? Alors Midjourney, ça existe toujours, mais ils sont déjà Midjourney, c'est forcément payant et autant ils avaient beaucoup d'avance avant, maintenant ils en ont moins. Midjourney, la force, c'est qu'il fait des choses qui sont très jolies, mais il est très mauvais pour respecter ce que tu lui demandes. Ça, c'est assez agaçant parce que quand tu lui demandes quelque chose, t'as une chance sur deux pour qu'il te fasse un truc qui n'ait rien à voir, quoi. Ils ont enlevé le modèle qui génère les images. Vidéo gène. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Ils ont rechangé leur interface. Non, je sais plus. Avec tout le monde, c'est au cerveau d'Europe. Function cloning. Parce qu'avant c'était Flash, c'était Gemini Flash 2 avec la modification d'image. Alors non, alors l'IA est très mauvaise pour vous donner des infos sur l'IA. Pourquoi? Parce qu'il y a le knowledge cutoff, c'est-à-dire qu'elle a été entraînée jusqu'à, par exemple, là si vous regardez Gemini 2.5, il vous dit il a été entraîné jusqu'à janvier 2025. Si je lui pose des questions sur Gemini 2.5, le modèle il est sorti il y a un mois, bah il sait pas. Donc il va nous raconter n'importe quoi. Donc après vous pouvez lui dire de vérifier sur Internet, mais c'est pareil. Qui a écrit un article sur Gemini 2.5 sur Internet en un mois, tu vois? Donc généralement sur les infos fraîches, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut écouter le podcast. C'est pour ça qu'il faut suivre la chaîne YouTube, voilà. Parce qu'effectivement, l'IA, elle a du mal à traiter de l'actu spécialisée. Parce que les infos sont pas encore très disponibles sur Internet. Il faut aller sur des sites spécialisés, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Bah là, je pense que ce sera mon épisode cette semaine. Hein. Comme ça fera un petit récap sur ce qui se passe sur l'IA en immobilier et puis sur un peu un petit récap des outils et comment les utiliser, quoi. Et j'aime par rapport à cette idée de données parce que c'est que ça c'est déjà là-dessus sur nous. Mais on se rend au dire que c'est important. Ouais, non, c'est tout à fait vrai, ouais. On parle parce que ils prennent sur accès nos bots ou aussi imaginez que si les hacks quelqu'un puisse le voir. Ouais. Alors sur le sujet spécifique de la voix, OpenAI ne garde pas en mémoire ta voix parce que c'est trop coûteux. Il garde juste la transcription de ta voix.
Donc voilà. Après, sinon, sur le sujet global de la confidentialité et de la sécurité, tes données, si tu utilises ChatGPT, elles partent aux États-Unis, quoi. Donc si la NSA ils veulent avoir des infos sur toi, ils peuvent, quoi. Enfin, c'est toujours le problème, quoi. Même problème avec Google, même problème avec. Donc voilà. Après, un piratage n'est jamais à l'abri. Effectivement, ça peut arriver. Eux, c'est pas du tout leur intérêt. Ils sont quand même très attention à justement avoir une sécurité importante pour pas avoir ce genre de problème. Mais ça peut arriver. On n'est jamais à l'abri. Mais tout comme tous ceux il y a des clients Free ici qui ont eu Free. Free, fuite de données il y a 6 mois, toutes vos infos elles sont sur Internet, quoi. Sur le Darknet, on peut acheter la base de données. Il y a nom, prénom, date, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, et puis RIB, votre banque, voilà, quoi. Donc c'est toujours compliqué parce que oui, il faut faire attention, mais en même temps, sinon on s'en sert pas et on perd quand même beaucoup de. C'est ça. Après, voilà, faut quand même faire effectivement. Il y a quand même des bonnes pratiques à. C'est ça qu'aux impôts, en fait. Il y a quand même des bonnes pratiques à avoir. Par exemple, il y a une IA qui vient de Chine, qui a fait pas mal parler d'elle, qui s'appelle DeepSeek. DeepSeek, vous allez sur le site de DeepSeek, ça part en Chine, c'est aspiration totale, quoi. Ils en ont rien à faire. Les entreprises américaines, il y a quand même l'Europe derrière pour mettre des sanctions si jamais ils font du freestyle. Il y a la RGPD, etc. Donc ça veut pas dire qu'ils vont pas le faire, mais ils ont quand même des sanctions et un intérêt économique à pas le faire. C'est pareil, ChatGPT, leur but, c'est pas de nous vendre de la pub, c'est de nous vendre un abonnement par mois, en fait. De qu'on paye pas juste $20, hein, $200, $300, parce que l'IA, elle va faire la moitié de notre boulot, quoi, voire même 90% de notre boulot. C'est ça leur objectif final. Donc ils ont pas intérêt à ce qu'ils aient une fuite majeure de données ou à réutiliser nos données. C'est pas dans leur intérêt, ça leur ferait une très mauvaise image de com, etc. À garder en tête quand même, hein, quand vous utilisez ChatGPT gratuit, par défaut, les données sont utilisées pour réentraîner leur monnaie. Parce que il faut bien qu'ils y trouvent un intérêt, quoi. Donc si le produit est gratuit, hein, c'est réutilisé. Google AI Studio, c'est pareil. Donc je pense que les données, voilà, elles sont, même si vous dites c'est pas sauvegardé, machin et tout, c'est réutilisé. Maintenant, faut voir quelle est votre question et est-ce que c'est un problème si Google le sait, entre guillemets. Est-ce que c'est un problème si Google il a votre DPE? Est-ce que c'est un problème s'il a une version de votre acte authentique simplifiée ou autre? Au pire, voilà, si vous voulez pas envoyer le doc complet, vous anonymisez, vous copiez-collez, vous enlevez les noms, etc. Voilà, est-ce que c'est grave ou pas? À vous de voir, mais c'est quand même à garder en tête. Si vous avez vraiment un sujet sur la confidentialité, ce qui est possible, c'est de installer une IA qui tourne en local sur son ordinateur. Donc ça, par exemple, moi là, je le fais avec un logiciel qui s'appelle M3. Et donc sur ce logiciel-là, je peux lancer une nouvelle conversation. Et par exemple, je peux lui dire est-ce qu'il va parler en français correctement, lui? On va tester. Ouais. Mais alors ça, c'est un truc qui marche en cas. Est-ce que tu pourrais me conseiller la ville où investir en France? Bon, il marche pas là. Je vais dire, je cherche une ville où investir 150K en France pour une bonne rentabilité locative. Donc voilà. Et là, je vais lui poser la question et je vais lancer un modèle qui est installé sur mon Mac. Donc là, tout se passe sur mon ordinateur. Donc ça va prendre un peu plus de temps à répondre parce que forcément mon Mac c'est pas un serveur de chez Google, hein. Mais par contre tout est calculé sur mon Mac. Donc la réponse ça va être beaucoup moins qualitative que ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Mais par contre c'est que sur mon ordinateur. Donc lui il nous dit quoi? Parce que lui il est pas connecté à Internet, hein. Donc lui il nous parle de Limoges, Châteauroux, voilà. Ça vient de ses données d'entraînement. Donc lui il a été entraîné jusqu'à mi-2024 par exemple. Donc il va se baser là-dessus. Donc il va me faire une réponse qui va être basée là-dessus. Donc voilà. Donc ça c'est possible, hein. Si vous avez un vrai sujet confidentialité, ça peut fonctionner aussi sur votre ordinateur. Et aujourd'hui, il y a un très gros écart entre ce qu'on arrive à faire sur un ordinateur en local et ce qui est possible en ligne. Mais en fait, cet écart il va se réduire parce qu'avec l'avancée, en fait, c'est des modèles qui aujourd'hui nécessitent des gros serveurs. Demain, ils vont pouvoir tourner sur votre ordinateur. Et la version qu'on a aujourd'hui de ChatGPT, en fait, dans 2-3 ans, elle pourra tourner sur un ordinateur un peu dernier cri. On aura quelque chose qui sera aussi puissant d'un point de vue équivalent. Donc, et puis au bout d'un moment, on n'a pas besoin forcément à chaque fois de sortir l'artillerie au lourd, d'avoir le dernier modèle qui est trop puissant, qui fait machin, pour lui poser des questions un peu bateau, quoi. Donc c'est ça aussi l'intérêt. Et c'est vrai aussi avec la génération d'images, hein. Il y a de la génération d'images qui peut se faire en local sur un ordinateur. Et là-dessus, pour le coup, c'est pas pour faire de la promo, mais les meilleurs, c'est vraiment Apple. C'est parce qu'en fait, la façon dont les ordinateurs sont architecturés, ils ont beaucoup plus de mémoire sur leur carte vidéo. Et ça permet de mieux travailler avec les modèles d'intelligence artificielle.
Donc là, pour le coup, si on veut faire tourner des modèles en local, Apple sont vraiment meilleurs que chez Windows, quoi. En rapport qualité-prix et voilà. La qualité de la photo, t'as aussi pour non. Alors, si tu génères en local, ouais. Mais bon, franchement, sur la génération d'images, il n'y a pas trop d'intérêt de générer en local. En fait, ça intéresse surtout les arnaqueurs. Les gens qui peuvent pas faire... en fait, si là, tu essaies de faire un deepfake avec une IA en ligne, il va te dire non. Parce qu'eux, ils veulent pas avoir de problème. Par contre, si tu le fais avec ton IA en local, tu fais ce que tu veux, quoi. Donc ça va surtout intéresser, je pense, potentiellement les personnes mal intentionnées, quoi. Donc qui ont accès à des modèles qui sont moins performants. Et d'ailleurs, je vais repasser sur la vidéo. Ah oui. Ou on peut m'arrêter maintenant, si là. Ouais. T'es que parti, j'ai une question. Ben, les deux, si vous les galez, je pense à Easy parce que C'est qui ta liste, bon, on va te tousser. Non, on va faire mais en soi, c'est pas toi qui vous comparez. Si. Il est réservé. Ça devait être ça. Mais il y a rien à puis déjà, c'est parce que le BPO, les pannes, il y a les 13h03 à 13h20 ou pas? À la 23, vous en parlez, 25. Je vous montre juste un dernier truc. Ça, c'est mon clone IA. Donc là, il va vous parler en anglais parce que j'avais fait une démo en anglais. Donc c'est pas moi, je me suis filmé forcément. Donc je me suis vraiment filmé dans ces conditions avec ce pull, avec ce micro, etc. Je lui ai donné 2 minutes de vidéo où moi je parle et je dis n'importe quoi. Et à partir de ça, je lui dis bah maintenant tu me régénères moi en train de dire autre chose dans une autre langue qui n'a rien à voir. Là par exemple, tu vas parler anglais. Welcome to the future of voice technology. Our advanced AI model brings text to life with natural, expressive, and human-like speech. Whether you're building virtual assistants, creating audiobooks, or... Il y a un décalage là avec la voix, mais... Our voice coding technology adapts to your unique needs, capturing the nuances, tone, and personality of any voice. Just type, and let the voice speak for itself. Là, il y a un gros décalage à cause du partage d'écran. Mais en gros, c'est une IA qui va faire toute la synchronisation labiale. Donc il y aura pas de quand on parle une autre langue, bah ça match avec la bouche. Et ça du coup c'est clairement ce qui va commencer à arriver dans le cinéma pour les technologies de doublage, quoi. Et ça c'est fait avec une IA qui s'appelle iGen, ouais. Et vous pouvez même générer un influenceur qui n'existe pas, quoi. Enfin virtuel, faire de la publicité sur leur site. Ils ont plein de ils ont plein de choses de disponibles. Donc voilà, c'est vraiment Dans la voilà. Yes.